la vie après la vie. Alors, c'est une conférence que j'avais envie de vous présenter, puis il s'avère que l'Halloween approche, donc la vie après la vie, l'Halloween. Bon, vous voyez peut-être le lien qui a été fait. Ça, c'est fait un peu comme naturellement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé ce sujet-là dans le cadre d'une conférence. C'est toujours un sujet qui est quand même assez intéressant à aborder, puisque c'est un sujet où les gens, à chacun d'entre nous, on se pose des questions sur cette idée de la vie après la vie et qu'est-ce qui se passe après la vie. Alors, je vais vous faire part de ce que moi j'ai observé à travers les années. Ça fait quand même plus de 25 années que je fais des pratiques intuitives avec des gens. Il s'avère que j'ai rencontré donc des gens, que j'ai accompagné en fait des gens qui qui ont décédé. Il s'avère que j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont demandé donc de faire des lectures ou des prises de contact avec des personnes décédées. Donc, je vais vous faire part un petit peu de ce que j'ai observé, sans prétention, en vous faisant part un peu de chacune des expériences que j'aimerais vous partager avec vous pour faire un genre de tour d'horizon de ce que moi j'ai pu observer concernant donc la vie après la vie. Donc, si vous voulez bien, je vais donc commencer officiellement. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique donc les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Donc, j'ai fait plusieurs milliers de consultations avec des personnes. Évidemment, c'est pas tous des gens qui ont des liens avec le sujet de la conférence, mais ça m'a permis donc d'avoir comme une compréhension un petit peu de comment ça fonctionnait, le processus intuitif. Et j'ai donc développé une méthode qui a pour objectif donc de faciliter le développement de l'intuition et des soins associés à la déprogrammation de la mémoire cellulaire et des soins énergétiques. Et qui m'a amené donc à développer ce que j'appelle aujourd'hui la pleine conscience intuitive. Donc, ça, c'était pour ma petite présentation. Donc, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. J'ai donc des enseignements qui sont proposés tant des formations personnelles que professionnelles. Et à la fin de la conférence, je vais faire des propositions que je crois qui vont être fort intéressantes pour ceux qui seraient intéressés à découvrir d'une façon plus pratique l'enseignement. Donc, si vous voulez bien, je vais donc commencer le sujet d'une façon plus officielle. Donc, la vie après la vie, donc à travers les années, j'ai donc rencontré des personnes qui se retrouvaient donc dans des situations de maladie. Et j'aimerais, dans un premier temps, avant d'aborder le sujet de après la vie, j'aimerais vous parler de la vie. Je crois que ça c'est un petit peu un sujet intéressant aussi, puisqu'on est tous confrontés à l'expérience de la vie. Et cette expérience de la vie, ben, elle est dotée, elle est pleine de mystères en quelque sorte, et on essaye chacun d'entre nous à donner un sens à cette expérience-là de la vie. Et un des thèmes que j'aimerais aborder qui touche évidemment aussi l'expérience de la vie après la vie, c'est ce que j'aimerais aborder, c'est la volonté de vivre versus la pulsion de mort. Ça, c'est une chose que j'ai observée dans ma pratique intuitive, c'est que lorsqu'on observe le champ énergétique d'une personne, on va constater que dans ce champ énergétique-là, il y a vraiment comme un fin dosage entre une volonté de vivre. Chaque être humain, nous avons tous envie de vivre inconsciemment, mais dans le monde subtil, dans le champ énergétique, on va constater qu'il y a des gens, évidemment, qui sont vraiment dotés d'une volonté de vivre très, très puissante. Et pour cette volonté de vivre très puissante est souvent en liaison avec l'équilibre énergétique qui est en moi. C'est-à-dire que plus mon énergie circule harmonieusement en moi, plus je suis dans un processus d'équilibre psychologique, psycho-émotionnel à l'intérieur de mon champ énergétique, plus évidemment cette volonté de vivre va se manifester naturellement. C'est-à-dire que je vais avoir envie de vivre parce que je me sens bien d'un point de vue énergétique, je me sens bien d'un point de vue psycho-émotionnel, je me sens bien d'un point de vue psycho-spirituel également. Et dans ces conditions-là, une volonté de vivre va naturellement se manifester. C'est-à-dire que mon énergie vitale me pousse à faire des choses, me pousse à être intéressé, à m'incarner, à vivre sur Terre finalement, et à suivre finalement mes envies, mes désirs, mes pulsions, et à me réaliser. Ça, c'est vraiment la volonté de vivre. Et cette volonté de vivre, là, nous en possédons un dosage plus ou moins important, chacun d'entre nous. Et vous avez sans doute compris que cette volonté de vivre-là est étroitement en liaison avec la gestion de mon énergie vitale, la gestion de cette relation que j'ai avec mes émotions et mes pensées, et la gestion de ma spiritualité. Alors, cet équilibre, finalement, va faire que la volonté de vivre va se manifester de façon plus ou moins importante en nous. La pulsion mort, vous l'avez sans doute compris aussi, c'est que c'est étroitement en relation avec cette difficulté que j'ai, d'une part, au niveau énergétique, d'être en santé, c'est-à-dire que quand j'observe que mon énergie vitale, elle est perturbée, et que mon champ énergétique n'a pas une circulation énergétique optimale, ben c'est évident qu'il peut y avoir à ce moment-là des problématiques de santé qui vont se manifester en moi, des inconforts.
ou un sentiment de fatigue permanente, des choses comme ça, qui vont faire que cette pulsion de vie, hein, cette volonté de vie va s'amoindrir, puis elle va finalement elle va être remplacée par ce que j'appelle donc cette fameuse pulsion de mort. C'est-à-dire que je vais me lever le matin et j'aurai moins envie, à quelque part, d'être vivant. J'aurai moins envie de faire des efforts pour être vivant. C'est là qu'on constate que des gens, par exemple, qui vont développer des habitudes qui sont malsaines, ils le savent très bien que ces habitudes-là sont malsaines, mais elles sont liées à quelque part à un niveau plus ou moins conscient, avec une volonté de ne pas faire les efforts pour ramener la vie en soi. C'est-à-dire qu'on va développer des habitudes. Je vous donne un exemple, la cigarette, qui est une habitude que on a tous sans doute adoptée à un moment donné, peut-être. Hein. Moi, j'ai jamais fumé, donc je vais vous dire ça tout de suite, mais parce que bon, ça a été comme, j'étais pas attiré par ça, mais je comprends bien que beaucoup de gens l'ont été. Et c'est évident que la cigarette, c'est une habitude finalement qui est malsaine. Hein. On constate à quelque part avec le temps que la cigarette est une habitude malsaine, mais en même temps, on va la développer, on va comme développer une relation avec la cigarette qui va faire partie de notre vie à un moment donné parce que elle va nous donner des compensations et ces compensations vont faire qu'on va avoir besoin de la cigarette pour vivre. Mais en même temps, cette cigarette-là qu'on a besoin pour vivre, ben, elle affecte notre santé, elle affecte notre vitalité, etc. Donc, inévitablement, la cigarette, on va développer une forme de besoin essentiel de la cigarette. Et en même temps, la cigarette ne contribue pas donc à cette volonté de vivre qui est en soi. Elle contribue justement à amoindrir cette volonté de vivre et de nous rapprocher donc de cette notion de dévitalisation énergétique qui va finalement, c'est ce que j'appelle moi cette fameuse pulsion de mort qui existe en chacun de nous. Alors cette fameuse pulsion de mort, bien évidemment, plus on cherche à en devenir conscient, plus on va commencer à découvrir effectivement que pour l'amoindrir, cette pulsion de mort-là, ben, il faut effectivement prendre soin de soi au niveau de sa dimension énergétique. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais vous parler sans doute de la pratique de l'enracinement, qui est une pratique essentielle dans cette capacité que j'ai de gérer mon énergie vitale. Plus je gère mon énergie vitale par la pratique de l'enracinement, plus je vais contribuer à augmenter le potentiel santé en moi. Donc, c'est une belle pratique et cette pratique-là va m'aider également à devenir conscient des blocages émotionnels qui peuvent être en moi ou des pensées inhibitrices qui peuvent être en moi. Donc, encore là, la pratique de l'enracinement est une belle façon de pouvoir justement devenir conscient de ça. Et vous savez peut-être que vous avez accès gratuitement au module 1 des enseignements que je donne, dans lequel vous allez pouvoir effectivement découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, la pratique de l'enracinement. Donc, ce serait une façon intéressante de pouvoir justement vous initier cette pratique-là, mais surtout vous rendre compte que cette pratique-là de l'enracinement qui me relie à la terre et au ciel va faire que dans mon champ énergétique, je vais accompagner ma conscience va accompagner l'énergie de la terre et celle du ciel pour augmenter ma vitalité, augmenter ma circulation énergétique par cette technique toute simple, et je vais donc ainsi effectivement devenir plus conscient de cette envie que j'ai de vivre, hein, de m'harmoniser avec tout ce qui me relie à la vie, et peut-être effectivement de m'éloigner ou de mieux comprendre les pulsions de mort qui sont en moi, de chercher à m'équilibrer davantage pour trouver un plus grand équilibre en moi. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu que je vous dirais concernant cette notion de volonté de vivre versus la pulsion de mort. Un autre élément dont j'aimerais vous parler, et là, ça concerne vraiment la notion de la vie après la vie, c'est que, comme j'ai déjà dit, moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais des pratiques intuitives, et j'ai constaté, dans certaines circonstances, qu'il y avait des gens qui venaient me voir avec une volonté de vivre au niveau conscient. Ils me disaient « je veux vivre » et ils avaient des maladies. Et quand je faisais des lectures avec eux, ces personnes-là, j'avais beau faire un travail de décodage, de déprogrammation et de soins comme je fais tout le temps, avec ces personnes-là, certains cas, hein, j'ai rencontré peut-être une dizaine de personnes comme ça, j'arrivais à constater que, à un moment donné, dans leur champ énergétique, il y avait une expression d'eux-mêmes qui s'exprimait à moi et qui me disait « arrête, je ne veux plus vivre ». Et ça, évidemment, ça m'a toujours un peu troublé à chaque fois que ça s'est présenté à moi parce que, dans un premier temps, évidemment, mon objectif à moi, c'est de toujours favoriser ce potentiel de guérison, d'augmenter le potentiel de guérison chez une personne. Et lorsque ces manifestations s'exprimaient à moi, au début, je me disais, bon, hein, j'étais un peu comme en train de me demander si c'était pas une perception, une fausse perception que j'avais, etc. Et donc, je prenais le temps donc de rester témoin, de décoder face à la perception qui se manifestait à moi, de déprogrammer, donc de changer l'état.
Et je constatais que dans ces cas-là, il y avait vraiment comme énergie qui s'imposait à moi en disant non, je veux que tu arrêtes, je ne veux plus, hein, je veux arrêter de vivre, j'ai décidé d'arrêter de vivre. Alors que consciemment, ces personnes-là me disaient pas du tout la même chose. Consciemment, elles me disaient je veux vivre. Mais dans leur champ d'énergie, dans le travail que je faisais avec eux, il y avait vraiment une voix qui s'imposait à moi et cette voix-là me semblait me dire le contraire. Donc, il s'est avéré que dans ces dizaines de cas que j'ai rencontrés, ce sont tous des personnes qui se sont décédées dans un espace de temps très court par la suite. Alors, ça m'amène donc à vous parler justement donc de cette volonté, de cette fameuse pulsion de mort, hein, c'est-à-dire que quand à un moment donné, l'être humain est arrivé à une certaine étape dans son processus de vie, hein, puis qu'à quelque part, on pourrait dire que les cloches ont sonné, c'est-à-dire qu'il y a un retour vers un autre niveau de conscience qui se manifeste, ben à quelque part, c'est un peu comme si, avant même que la personne soit capable de le rendre conscient à son cerveau, c'est comme si son corps, lui, avait déjà fait le choix de dire, ça suffit, moi, j'ai choisi de mourir, et on n'en est pas nécessairement conscient de ce processus-là, et moi, dans mes lectures intuitives, j'ai donc observé ce phénomène-là. Alors moi, évidemment, ce que je vous dirais par rapport à ça, qui était un élément que je trouve qui est une piste en tout cas de réflexion, c'est que quand je me suis retrouvé devant ces personnes-là, moi, dans ma méthode, vous la connaissez pour ceux qui la connaissent, hein, j'utilise le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. Donc, c'est toujours combiner les trois ensemble. Donc, le décodage intuitif me permet de comprendre la raison d'être de la perception. La déprogrammation de la mémoire cellulaire me permet de déprogrammer l'énergie qui se présente devant moi. Et le soin va permettre donc de rétablir les flux énergétiques dans la perception, permettant habituellement une réharmonisation dans le champ énergétique. Et dans ces cas-là, mais dans le décodage intuitif me permettait de comprendre que la perception me disait « je ne veux plus vivre » et elle m'expliquait pourquoi. Dans la déprogrammation, j'essayais de redonner à la perception une énergie plus vivante, de stimuler la vie en fait. Et c'est là que je constatais qu'il y avait vraiment un refus, qu'il n'y avait pas de réponse positive à la déprogrammation que j'effectuais ou aux soins non plus. Alors, c'est là que ça m'a amené effectivement à constater que lorsqu'un être humain a atteint un certain état, à quelque part, de préparation, hein, on pourrait dire ça comme ceci, ben à ce moment-là, l'individu va simplement, donc la conscience va simplement se retirer progressivement et elle va s'imposer donc à un thérapeute intuitif. C'est en tout cas, c'est l'expérience que je vous partage par rapport à cela. Il y a un cas, entre autres, que je peux vous relater, c'est une personne qui avait effectivement un cancer, mais qui débutait son cancer, donc elle avait toutes les possibilités de croire qu'elle pouvait s'en sortir. Et le premier soin que j'ai fait avec cette personne-là, ça a été un des cas qui m'a le plus impressionné parce que c'était peut-être la première fois que ça se produisait aussi. Cette personne-là qui était donc prête à se battre, hein, elle le manifestait vraiment par les mots, par la conscience, elle me le disait très clairement. Et quand je faisais le soin, ben ça me disait très clairement que non, elle ne voulait plus vivre, qu'elle voulait me laisser, que je la laisse tranquille, etc. Alors cette personne-là qui pourtant, on pouvait facilement envisager que ça allait être un combat de plusieurs années, ben elle est décédée, je pense, un mois plus tard, quelque chose comme ça. Et tout le monde était très surpris de ça parce que personne avait pu voir effectivement voir venir le fait qu'elle allait décéder aussi rapidement. Alors, c'est une chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est quand même intéressant de comprendre que l'idée de la pratique intuitive, c'est de cultiver cette volonté de vivre dont je viens de vous parler. La pratique que je propose, c'est effectivement de cultiver cette volonté de vivre-là. Puis évidemment, à un moment donné, évidemment, plus on donne l'opportunité à cette vie-là de se manifester, ben, moi, je pense vraiment qu'on contribue à pouvoir vieillir en santé le plus longtemps possible. Mais on constate en même temps qu'à un moment donné, lorsque le corps a choisi, quand je dis le corps, c'est-à-dire la conscience subtile a choisi à quelque part de ne plus être en mesure de pouvoir poursuivre la vie, ben elle se manifeste à nous et ça amène des questionnements sur l'acharnement, des fois qu'on peut avoir envie de dire à une personne, bon, mais faut que tu vives, etc. Mais quelquefois, ben lorsque la vie est tout simplement plus présente dans le champ énergétique, ben quelque part, il faut accepter ce processus-là. C'est ça que ça m'a amené, en tout cas, comme réflexion, que ce premier élément-là que j'avais envie de partager avec vous. Évidemment, s'il y a des questions ou des commentaires, vous me le faites savoir si vous le souhaitez. L'autre élément que j'avais envie d'aborder, qui est un élément que je trouve intéressant, qui est lié à ce que je viens de vous parler, c'est ce qu'on peut rappeler donc le diagnostic. Je pense que le diagnostic ou les pronostics face à la santé sont des éléments à lesquels il faut réfléchir aussi. Quand, par exemple,
un individu, je pense à un médecin souvent, malheureusement, les médecins ont un rôle donc, de définir la maladie et de diagnostiquer et de faire des pronostics. Les pronostics, évidemment, c'est de vous dire, ben, madame ou monsieur, il vous reste 6 mois, il vous reste 1 an, il vous reste 2 ans. Bon, on arrive avec des pronostics. Alors, évidemment, ces pronostics-là, quelque part, sont des suggestions, et ces suggestions-là peuvent amener la personne qui reçoit cette suggestion-là à une condamnation. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre, donc, à quelque part, ben, on n'a plus cette volonté, on n'est plus nourri dans la volonté de vivre à ce moment-là. Alors, je pense que sans doute qu'il faut faire attention à ça, puisque la physique quantique nous amène une nouvelle vision de la santé, une nouvelle vision de la maladie aussi. On comprend évidemment que c'est des probabilités, hein, que quand on fait un pronostic comme il vous reste 6 mois à vivre, on est dans une probabilité, on peut se tromper. Donc, je pense que ça serait peut-être une bonne idée de ne pas se lancer des ultimatums en termes de temps comme celui-là, parce que ça peut effectivement entraîner au niveau de la conscience une mauvaise suggestion qui fait que l'individu va simplement donc se programmer à mourir dans 6 mois. Donc, je pense que c'est une piste entre autres de réflexion, puisqu'on sait que la physique quantique met en évidence de plus en plus que la maladie est une probabilité. La probabilité, c'est que moi, selon ma conscience, selon ma façon que j'ai de voir mon corps, de voir la maladie, de voir ma réalité intérieure, j'ai un rôle à jouer. Et ce rôle-là à jouer, bien évidemment, si on commence à lui donner juste la place qu'elle mérite, on a peut-être des chances, effectivement, de contribuer à augmenter donc la longévité, mais surtout la santé. À quelque part, il ne s'agit pas de vivre à tout prix, mais il s'agit sans doute d'être en santé le plus longtemps possible. Et je pense que ça mérite en tous les cas une réflexion, d'être attentif effectivement à ce type de situations, de diagnostic, de pronostic qui peuvent des fois effectivement amener un individu à se condamner à quelque part au niveau de sa conscience et donc ne pas contribuer à la volonté de vivre, mais plutôt contribuer à une pulsion de mort qui peut être déjà présente. Oui, bien sûr que, évidemment, ce genre de situations vont contribuer, évidemment, à ce que la personne puisse prendre conscience qu'il est urgent d'agir. Je suis totalement d'accord avec ça, mais il ne s'agit pas donc non plus, je reviens avec cette notion de probabilité, c'est-à-dire que si moi je dis qu'il vous reste 6 mois à vivre, je suis pas en train de dire qu'il est urgent d'agir, je suis en train de dire qu'il vous reste 6 mois à vivre. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, ben, profitez des 6 prochains mois parce que dans 6 mois, vous n'êtes plus là. Alors, dans ce sens-là, on est en train vraiment de créer une situation non pas d'urgence, mais de condamnation. C'est là qu'il faut faire la nuance. Et je suis d'accord évidemment qu'il est important donc de mettre en évidence cette notion d'urgence, mais ne pas mettre en évidence cette notion de condamnation. Je pense que c'est là la nuance que je voulais apporter. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à cela. L'autre élément qui est intéressant aussi que j'ai constaté, c'est que récemment, quelqu'un me disait qu'elle avait été voir un médium quand elle était un peu plus jeune et le médium en question lui avait dit « Vous allez mourir à tel âge ». Et puis moi, c'est intéressant comme question parce qu'évidemment, ça touche cette notion de destinée, en sens que est-ce qu'un intuitif peut donc déterminer l'âge de mort d'une personne. Et un peu comme si on était donc prédestiné à mourir à un certain âge. Et c'est certain que c'est comme un thème intéressant. Maintenant, vous comprendrez que pour moi, en tant que thérapeute intuitif, je condamne ce genre de situation-là parce que ça peut être effectivement très encore dommageable au niveau de l'effet placebo, hein, c'est-à-dire qu'on suggère à quelqu'un qu'elle va mourir à tel âge. Et évidemment, ben, je trouve que c'est pas très constructif comme façon de faire les choses. Et ça peut effectivement amener encore une fois une personne à se condamner encore une fois à un certain âge. Et je trouve que ça c'est un peu dommage. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes de son, parce que je vois qu'il y a un petit peu de problème de son, ben moi je vous dirais peut-être d'ajuster, parce qu'à quelque part, c'est pas tout le monde qui a ce problème de son-là. Donc, je vais juste faire une petite rectification. Donc, si vous pouvez peut-être sortir de la salle et revenir, ça peut être une façon d'aller vérifier et d'aller vérifier votre son aussi. Ça serait une autre chose également à faire. Et fermer toute forme si vous avez du Skype ouvert, choses comme ça, de fermer tout ça, ça serait peut-être effectivement une bonne idée aussi. Il y a une question qui me pose ici. Peut-on, dans ce cas, faire quelque chose si une partie inconsciente de la personne a décidé de partir? Ben oui. Moi, je vous ai exprimé quelque chose, et là, peut-être que c'est bien qu'on me pose la question, c'est que quand je parlais de la volonté de vivre et de la pulsion de mort, ce que je voulais dire ici, c'est que dans
à travers les années de pratique que j'ai eues, j'ai rencontré beaucoup de monde et je n'ai vu ça qu'une dizaine de fois. Donc, vous voyez que déjà en partant, que ça arrive pas si souvent que ça. En tout cas, dans la pratique que j'ai eue, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas rencontré des gens qui ont manifesté cette volonté de dire, ben moi, je ne veux plus vivre, etc. Un peu comme quelqu'un, quelque part, qui avait donc, au niveau inconscient, reconnaît quelque part que elle avait le désir de quitter. Donc, il y a un processus de retrait qui commence à prendre forme, et ça m'est arrivé qu'une dizaine de fois dans plusieurs milliers de consultations. Donc, c'est ça une chose que j'aimerais peut-être dire. L'autre chose, c'est peut-on dans ce cas faire quelque chose si une partie inconsciente de la personne a décidé de partir? Absolument. Et là, on touche la pulsion de mort. C'est-à-dire que dans la pratique intuitive, toute forme d'information qui se manifeste dans le champ énergétique est un reflet d'un déséquilibre. Alors, ce déséquilibre peut être plus ou moins important. Dans le décodage intuitif, on apprend à comprendre la raison d'être du déséquilibre. Dans la déprogrammation de la mémoire cellulaire, on apprend justement donc à donner à la mémoire tout ce dont il est nécessaire pour qu'elle se déprogramme, qu'elle change son état. Et le soin va favoriser donc une fluidité qui va permettre justement à l'énergie de circuler de façon plus adéquate. Alors, je pense que c'est important de bien cerner que dans tous les cas, et dans tous les cas, y compris les 10 cas dont je viens de vous parler, on va toujours faire tout son possible pour faire le décodage, déprogrammation et soins. Tout le temps. Il n'est jamais question de se mettre dans une position où on va condamner l'État parce qu'on observe quelque chose. Si la personne veut vivre, bien évidemment, on va lui refléter ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, et on va lui dire quelque part, ben oui, effectivement, j'observe que dans ton champ énergétique, dans ton champ subtil, il semble y avoir une volonté quelque part de ne pas vivre pour telle raison. Comment vois-tu ça, etc. On va ouvrir le sujet. Donc, ça ouvre la porte à ce que notre partenaire puisse exprimer comment il se sent par rapport à ce que je lui dis, par rapport à ce que j'observe, et ça permet donc d'une réflexion ouverte, authentique entre deux êtres humains, et il ne s'agit pas de condamner quelqu'un. Ça, je crois que c'est vraiment important de bien mettre cette nuance-là dans ce commentaire-là que je viens d'apporter. Là, je comprends pas la question de Gandon qui me dit dans ce cas, on vous envoie ces personnes. Peut-être, il faudrait peut-être préciser la question pour que je puisse répondre, puisque je ne comprends pas très bien cette question-là. Donc, ça, c'était pour... Alors, donc, je répondrai quand la question sera un peu plus claire, parce que j'ai un petit doute là, avant pour ne pas répondre inutilement. Donc, l'autre élément que je voulais apporter dans le contexte de la conférence, qui est important aussi, c'est le potentiel de santé parce que dans la pratique intuitive, avant même de parler de la vie après la vie, ça me paraissait important de mettre des petites choses au clair concernant la vie elle-même, et cette envie que l'on a tous de vivre le plus longtemps possible, et sans doute le plus en santé possible aussi, et le rôle que l'on a en tant qu'être humain concernant ce potentiel santé que l'on souhaite avoir le plus longtemps possible. Donc, je pense que la première chose, j'ai parlé tout à l'heure de la pratique de l'enracinement, qui est une pratique, effectivement, qu'on peut faire chaque jour, qui me permet, moi, d'observer dans mon énergie vitale de quelle façon que, justement, je peux favoriser ce que j'appelle la position, donc, de conducteur, c'est-à-dire que mon corps va être conducteur, va permettre à l'énergie de la Terre et du ciel de circuler le plus harmonieusement possible dans mon corps. Et plus l'énergie circule harmonieusement possible dans mon corps, plus je favorise le potentiel santé. C'est ce qu'on appelle l'état négantropique. C'est un mot un peu long, mais c'est toujours chic de lancer ça dans un salon, lorsqu'on discute avec des amis. Négantropie. Et là, les gens se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire? Négantropie dans un contexte physiologique, dans un contexte humain, du corps humain. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'usure. L'énergie circule le plus harmonieusement possible dans mon corps. S'il n'y a pas d'usure, ça veut donc dire que mon corps va vieillir le moins longtemps possible. On peut vraiment parler d'un processus anti-vieillissement dans une condition comme celle-là. Alors que quand on parle de l'entropie c'est vraiment que, moi je suis en santé, mais dans ma structure énergétique, dans mon structure physique, il y a des zones de perturbation, il y a des zones de résistance. Alors, quand j'ai ces zones de résistance-là, ça veut donc dire que l'énergie circule moins bien dans mon corps. Et ça veut donc dire que cette énergie qui circule moins bien dans mon corps va favoriser donc de l'usure. Si je ne fais rien avec cette usure-là, ben c'est certain que ça va favoriser le vieillissement. Donc, vous voyez que quand on parle de potentiel santé, pour moi, c'est quel est le potentiel santé? C'est celui que je vais dans lequel ma conscience va contribuer à augmenter ce potentiel santé en moi. Et c'est là que la pratique de l'enracinement, que la pleine conscience intuitive vont être des outils pour m'assurer que le potentiel santé soit au maximum chez moi. Alors moi, je vous invite tous, évidemment, à être attentifs à ce potentiel santé-là qui est en vous et à contribuer à cela. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas donc une victime de votre santé. Si vous êtes malade, par exemple, vous n'êtes pas une victime de ça. Vous pouvez contribuer à permettre à la santé d'être de plus en plus présente dans votre vie. Et c'est ça, quelque part, que j'aimerais vous transmettre comme message. Alors, le potentiel de santé, à quelque part, plus on le contribue, plus on le nourrit, plus ça favorise donc la
négantropie, et cette négantropie-là va contribuer à cet état de santé, de bien-être, qui va faire qu'on va être de plus en plus en mesure de vieillir, donc dans un état de santé. Et c'est ça un petit peu qui est important. Donc, plus on fait ça, bien évidemment, plus on risque de mourir en santé. Alors déjà, c'est pas mal, mourir en santé, ça veut donc dire être conscient que la mort est peut-être arrivée, mais on le fait, on a comme une conscience de pouvoir expérimenter la mort sans être dans un état de conflit avec elle, mais dans un processus d'acceptation, puisqu'on a été en accord avec notre être le plus possible et qu'on est en mesure donc d'expérimenter la mort dans cette relation consciente avec notre être. C'est un peu l'objectif ultime qu'on peut se donner par rapport à ce processus de la mort. Donc, une question qui m'a été posée, qui m'est précisée maintenant. Donc, dans ce cas, on vous envoie ces personnes. J'ai des personnes autour de moi qui sont entre la vie et la mort. J'en conclus que je dois vous les adresser. Ben, je vous dirais quelque part que oui, si vous le voulez, on peut envisager cette chose-là. Maintenant, bon, des gens qui sont entre la vie et la mort, ben, il faut toujours se rappeler qu'on est tous entre la vie et la mort, entre guillemets, et que c'est toujours une question de pourcentage de vie, de cette fameuse volonté de vivre qui existe en nous, et cette fameuse pulsion de mort, c'est le pourcentage qui va faire que, qu'est-ce qui fait que moi je suis en vie, qu'est-ce qui fait que je suis moins en vie, qu'est-ce qui fait que je suis mourant, c'est quelque part ce dosage-là qui va être plus ou moins important. Il faut se rappeler qu'on a tous. C'est pour ça que je reviens avec le potentiel santé. Le potentiel santé, c'est de nourrir la vie pour augmenter ce processus de vie en soi, pour favoriser donc la guérison le plus possible. Il y a le docteur Hammer que j'aime beaucoup, qui avait donc émis une hypothèse, une idée comme ça qui était très intéressante. Lorsqu'une personne tombe malade, par exemple le cancer, qui est une maladie assez fréquente maintenant, ce qu'on va dire souvent, vous avez peut-être remarqué ça, c'est qu'on va dire à cette personne-là qui a atteint du cancer, il faut que tu te battes. Il ne faut pas que tu te laisses faire. Il va falloir que tu fasses un grand combat. Il va falloir que tu mettes toute ton énergie là-dedans. Vous voyez, on met toute l'emphase sur cette notion de force, de l'énergie. Alors, la personne, elle est malade, elle a atteint le cancer, mais on lui dit, il va falloir que tu te battes. Alors que finalement, on peut envisager l'idée que le cancer pourrait être vu, ou la maladie pourrait être vue, comme un état qui nous invite justement à une forme de lâcher prise. Le lâcher prise, ça voudrait dire quoi? Par exemple, Anna lancer cette idée-là de dire, ben voilà, on va aller se coucher pendant une semaine dans un lit, on va dormir énormément et on va simplement se reposer pendant une semaine. Alors là, on n'est pas en train de parler d'un combat, on n'est pas en train de se battre contre la maladie, on est en train de laisser notre corps finalement récupérer et permettre à notre corps donc de faire un travail finalement de plus grande en fait, c'est notre corps qui va faire le travail, non pas nous, on va pas se battre, c'est le corps qui va finalement se donner la permission de se déposer, puis de rétablir l'équilibre selon ses propres moyens. Alors évidemment, c'est pas vrai toujours que on va favoriser une guérison parce qu'on a décidé justement d'aller se coucher dans un lit pendant une semaine, mais l'idée de ça, c'est de se donner la permission peut-être de lâcher prise par rapport à cette idée de combat, parce que le combat, effectivement, c'est toujours cette notion de se battre, de prendre responsabilité sur notre corps et de se dire, ben, je vais t'avoir, moi, je vais te guérir. Alors que finalement, c'est le corps qui va se guérir et peut-être ça peut être intéressant donc de réfléchir sur cette notion de lâcher prise qui peut contribuer donc aussi à la santé. Donc ça, c'était donc tous les éléments que j'avais peut-être envie d'apporter concernant donc la vie, et de quelle façon qu'on peut déjà avoir une relation avec la vie et contribuer à ce que la vie soit la plus heureuse possible par rapport à ce corps-là que l'on a, que notre corps devienne un ami, on ne soit pas en train de se battre avec lui, mais qu'on cherche à lui donner les meilleures conditions possibles. Bien évidemment, pour conclure sur cette étape-ci, bien évidemment, je vous ai parlé du potentiel santé, de la pratique de l'enracinement, je vous parlerai sans doute aussi, pour terminer, de l'activité physique, de l'alimentation, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Bon, il y a plein de choses, à quelque part, qu'on peut porter une petite attention en se rappelant qu'est-ce qui contribue à la vie pour moi et qu'est-ce qui ne contribue pas à la vie. Quelles sont mes pulsions de mort? Quelles sont les habitudes de vie que j'ai adoptées dans lesquelles la pulsion de mort est présente? Et quelles sont les habitudes de vie dans lesquelles j'ai contribué à la volonté de vivre. Ça peut être intéressant comme réflexion, parce qu'évidemment, on a tous, à des degrés plus ou moins importants, cette tendance à donc développer, adapter des façons de faire qui ne sont pas saines, mais qu'on va quand même adapter, puis s'identifier à elles, puis avoir l'impression qu'elles sont hyper importantes pour nous. On ne pourrait pas vivre sans, même si elles devaient entraîner la mort. Donc, c'est des réflexions qui peuvent être intéressantes pour
à réfléchir, surtout lorsqu'on constate que notre corps commence effectivement à montrer des signes de fatigue ou des signes de vieillissement ou des signes de maladie, ben peut-être effectivement de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'être humain pour contribuer à cette fameuse volonté de vivre. Ça peut être des éléments fondamentaux, je dirais, pour entraîner donc un regard différent sur notre vie et peut-être contribuer justement à augmenter cette fameuse volonté de vivre pour nous amener donc à pouvoir vivre de belles années devant nous dans une position où notre corps et notre conscience et nous-mêmes puissent être en harmonie le plus possible. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous témoigner par rapport à cette première étape concernant davantage la vie. Qui est une étape importante qu'on doit vivre tous avant même de parler de la mort. C'était important pour moi de vous parler de la vie. Donc la vie, c'est un beau cadeau. Et c'est pas toujours facile, la vie. Malgré que c'est un beau cadeau, il y a des épreuves dans la vie, il y a des difficultés dans la vie. Et dans ce sens-là, la mort, je pense qu'elle fait partie de la vie, puisqu'on est constamment confronté tout au long de notre vie à faire des deuils. Et je pense que c'est important de se rappeler que ces deuils-là sont des petites morts. Et que ces petites morts-là, justement, plus on les vit harmonieusement, plus elle nous permet justement de grandir, de progresser, d'évoluer, de pouvoir effectivement maturer par rapport à l'idée de la mort aussi, qui n'est pas une expérience qu'on doit rejeter, c'est une expérience qui fait partie de la vie, et on doit aussi s'harmoniser à cette réalité-là. Je pense que c'est important aussi de se le rappeler. Donc, maintenant, là, je vais vous faire part maintenant, comme deuxième étape de cette conférence-là, j'avais envie de vous partager ce qu'on pourrait appeler les étapes préparatifs, ce que j'ai observé moi dans les étapes préparatives à la mort, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai observé dans les consultations que j'ai pu avoir avec les gens, ou même dans mes expériences, puisque j'ai travaillé dans des hôpitaux aussi à un moment donné, qu'est-ce que j'ai pu observer qui m'ont fait constater quelque part des choses qui sont même reconnues, même dans le milieu infirmier, peut-être pas dans le milieu médical au niveau des médecins, mais chez les infirmières, ils ont observé ça souvent, ce que je vais vous partager aussi. Donc, ce qui est observé dans ce qu'on pourrait appeler le préparatif à la mort, c'est-à-dire que lorsque les gens, quelque part, sans savoir, parce qu'encore là, les gens veulent vivre, il faut se le rappeler là, sauf qu'il y a des expériences subtiles qu'ils vont vivre, ces personnes-là, qu'ils ne comprennent pas nécessairement, mais qui sont quand même peut-être des signes, quelque part, de cette fameuse ce processus d'amour qui commence à prendre forme en eux et à s'installer en eux et à être reconnu par eux. Et là, je suis pas en train de condamner quelqu'un. Je ne voudrais pas que vous disiez « Ah, ben cette personne, je la connais, puis elle a tel élément que Sylvain a parlé, donc ça veut dire qu'elle est en train de se préparer à mourir. » Donc, je ne voudrais surtout pas que vous commenciez à vous lancer dans des hypothèses comme celle-là. Moi, je fais part d'une expérience que j'ai observée et face à des gens qui ont effectivement décédé. Je ne veux pas vous faire croire que ces expériences-là sont associés d'une façon certaine à des gens qui vont décéder, mais au contraire, ce sont simplement des pistes de réflexion que j'aimerais que vous ayez et non pas comme quelque chose qui devienne comme des recettes qu'on applique aveuglément. Donc, les choses que j'ai observées, par exemple, qu'on observe, ce que j'ai observé dans les gens qui se préparent à mourir, c'est entre autres quand je fais des lectures intuitives, il y a des gens, à quelque part, qui expérimentent des états de silence. C'est un peu comme des états où ces êtres-là se retrouvent dans l'espace, dans l'infiniment grand, et ils se retrouvent dans une situation comme des méditants, comme s'ils étaient en état méditatif. Et là, je ne vous parle pas de la réalité concrète, je vous parle vraiment dans une perception intuitive, où je vais voir ces personnes-là en train de vivre des moments de grâce ou des moments, quelque part, de méditation, dans lesquels ils se retrouvent dans des espaces qu'on pourrait qualifier de silence ou d'éternité. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises chez des personnes qui avaient donc des durées plus ou moins importantes de vie, mais qui étaient à quelque part, bon, je dirais qu'il y en a qui ont duré peut-être après ça 2-3 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est comme, mais ce sont des expériences où des gens qui avaient des maladies incurables. Il y a ce genre d'expérience-là que j'ai observé assez fréquemment, et c'est pour moi en tout cas associé, en tout cas dans mes expériences à moi en tant que thérapeute intuitif, avec des gens qui avaient donc des préparations concernant la mort. Donc ça, c'est le premier élément dont je voulais vous parler. L'autre que vous avez sans doute déjà entendu parler, parce que c'est très, très reconnu même dans la littérature, c'est qu'on des gens vont rencontrer des êtres invisibles. Ces êtres invisibles peuvent être des anges, peuvent être des personnes qui ont l'air comme qui sont sombres, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont. Ça peut être des êtres effectivement des parents qui sont décédés, qui vont venir les voir pendant leur sommeil, choses comme ça, ou pendant des rêves, mais des rêves très très intenses et assez riches qui vont faire que les gens vont se réveiller avec un certain sentiment d'être troublés. Alors tout ça, souvent ces expériences-là, quelque part, sont pas trop bien comprises parce qu'évidemment, dans la symbolique de ce qui est présenté dans leur expérience à ces personnes-là, ils comprennent pas le sens
de ce qui est présent, mais c'est évident que ça reflète, en tous les cas, certainement au niveau de l'inconscient, une porte d'entrée, un peu comme si la vie, dans le sens plus large que la nôtre, hein, nous tendait la main, puis nous disait, ben Sylvain, il est peut-être le temps, si tu veux me donner la main, on va partir ensemble, puis on va faire quelque chose. Alors, évidemment, nous, notre conscience, on n'est pas peut-être capable d'enregistrer tout ça et d'en comprendre l'expérience qui se manifeste à ce moment-là, mais évidemment, ça peut être effectivement ça aussi, des signes de situations où les gens sont en train effectivement de préparer un processus de la mort et ils sont peut-être pas capables de l'enregistrer consciemment, leur cerveau, mais ça se passe au niveau plus subtil dans le corps et il y a un phénomène de cet ordre-là également qui peut prendre forme à travers ces genres de rencontres. Alors, je vous précise pas ce genre de rencontres-là tellement parce que je sais qu'elles sont très nombreuses. Ça peut être vraiment des expériences très spirituelles, très harmonieuses, très paisibles. D'autres, c'est des expériences plus troublantes avec des êtres qui sont plus ou moins, on n'est pas trop sûr s'ils sont vraiment des êtres positifs, des êtres pas positifs. Il y a quelque chose de plus ambigu. Alors, c'est pour ça que je vous présente pas en détail la précision de ce genre d'expérience-là parce qu'elles sont multiples, elles sont vraiment nombreuses. Moi, dans la littérature, j'ai vu qu'elles étaient nombreuses, mais moi aussi, même dans les gens que j'aurais pu côtoyer, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences très apaisantes là-dedans. Et d'autres qui étaient beaucoup plus troublés, beaucoup plus dans l'insécurité, à savoir qu'est-ce que représentaient ces manifestations-là. Alors moi, dans mon décodage intuitif, etc., bien évidemment, je pouvais donner un point de vue face à ce que je percevais, qui leur permettait donc de comprendre quelque part qu'est-ce que présentaient ces expériences-là, et bien souvent, bien évidemment, c'est des expériences qui leur proposaient donc de lâcher prise, d'abandonner un certain nombre de choses, de s'ouvrir aussi à une autre réalité subtile. Donc, il ne s'agissait pas de les condamner encore une fois à la mort. Moi, je ne leur disais pas qu'ils allaient mourir, je leur disais plutôt ce que c'était comme des paliers de conscience à quelque part avec lesquels ils étaient en interrelation et qu'on les invitait donc à abandonner un certain nombre d'attachements qui pouvaient exister pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Donc ça, c'était un autre élément. L'autre élément que j'ai observé, c'est que lorsqu'une personne est mourante, un élément, ça c'est pas moi qui va le dire, tant que les infirmières, que moi, en tout cas, j'étais dans un hôpital quand j'étais étudiant et j'ai pu voir avec des gens qui étaient j'étais en gérontologie puis en soins chroniques et j'ai vu souvent des personnes ne pas mourir parce que justement, ils étaient dans des états comateux et ils ne mouraient pas tout simplement parce qu'il y avait des gens proches de leur famille qui étaient très attachés à eux. Ils venaient les voir vraiment tout le temps, tous les jours, etc. C'était vraiment quelque chose, une forme d'osmose, hein, une forme de lien osmotique à quelque part. Et tant que ces personnes-là n'arrivaient pas à dire à la personne mourante, ben c'était leurs parents, papa, maman ou je ne sais quoi, ben papa, j'accepte que tu t'en ailles, ou maman, je pense que c'est temps que tu t'en ailles, c'est plus possible, là, maintenant on doit vraiment se dire au revoir, etc. Et systématiquement, en tout cas, tous les cas comme moi, que j'ai observé dans les hôpitaux, c'était systématiquement quelque part que la nuit suivante, la personne allait mourir dans la nuit, des choses de ce genre-là. Alors, c'était reconnu par les infirmières. Alors, quand même, les infirmières se retrouvent avec des patients de façon constante et continue. Et c'est des infirmières qui travaillaient dans des situations de personnes très malades, qui a soit des maladies chroniques ou des gens très âgés, et systématiquement, c'était quelque chose qui était reconnu, et les infirmières, tellement reconnu que les infirmières allaient voir les personnes concernées en leur disant, regarde, je pense que si ta mère ou ton père est encore là, même dans un état comateux, mais il n'est pas encore quitté le monde, c'est peut-être parce que tu as un attachement important, puis c'est peut-être bien que tu lui fasses au revoir. Puis, alors, vous voyez que c'était tellement une évidence, c'est tellement quelque chose de reconnu qu'on invitait véritablement ces personnes-là à exprimer justement, à dire au revoir aux personnes concernées pour leur permettre de lâcher prise puis de finalement quitter le monde de la vie. Alors ça c'est quelque chose qui était souvent très remarqué. J'ai vu des cas également qui étaient intéressants aussi puisque c'était des personnes qui étaient très très malades. Les médecins les avaient condamnés depuis bien longtemps et ils étaient toujours en vie. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois que des gens sont venus me voir avec cette espèce de questionnement. Ils étaient très malades, normalement, ils devraient être morts, et ils étaient toujours en vie, puis se demandaient pourquoi. Ils étaient venus me voir un peu pour comprendre ce qu'ils avaient à faire sur Terre, finalement. Et souvent, ces personnes-là, ce que j'ai observé, en tous les cas, c'est que je me rappelle d'une personne qui, elle, avait une colère profondément élevée face à une personne de sa famille, et ce qu'on constatait, c'est que, tant son temps, quelque part, que la problématique relationnelle avec cette personne-là n'allait pas se régler, ben, quelque part, cette personne-là, elle avait volontairement une volonté de vivre parce qu'elle avait ce processus de frustration, de colère qui était là et elle avait envie
à quelque part, de le résoudre, hein, de se soulager en quelque part de ça. C'est un peu le thème qui revenait dans ce cas-là. Il y a d'autres gens, quelque part, qui avaient aussi le désir, par exemple, donc de rencontrer quelqu'un qu'ils n'avaient pas encore rencontré et qui faisait effectivement qu'ils avaient la volonté de vouloir justement rester en relation avec ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai souvent observé. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, c'est comme pour moi, en tous les cas, ce sont des constats que j'ai faits à travers les étapes qui préparaient donc les gens donc au processus de la mort. C'est quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises, donc j'avais envie de vous le partager. Évidemment, c'est des questions, des interrogations, ben vous me le faites savoir. Maintenant, ce que j'avais envie de vous partager, bien évidemment, c'est lorsque la personne décède, qu'est-ce qui se passe dans mes observations toujours? Ben, logiquement, lorsqu'une personne est dans le processus de mort, mais qu'elle vraiment est en train d'entreprendre le processus de la mort, bien évidemment, ce qui est observable dans un champ de perception, c'est que la personne, donc, habituellement, son corps physique est étendu sur un lit, par exemple, et le champ énergétique semble vraiment s'être concentré énormément au sommet de la tête. Ça, c'est quelque chose qui a été souvent observé de ma part. Et on retrouve dans la littérature à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va souvent dire que ça va se passer beaucoup au sommet de la tête, mais également, on va constater que ça se passe aussi au niveau du cœur. Moi, j'ai souvent observé plus le sommet de la tête que le cœur, mais c'est mon expérience, et là, je vous relate également donc des choses que j'ai lues également dans des ouvrages concernant cela. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à partir du moment qu'une personne va décéder? Alors, évidemment, il y a des grands livres comme je ne peux pas vous dire le grand livre en question, parce que le livre des morts tibétains, voilà, qui explique un peu tout le processus de la mort. C'est un livre qui a été beaucoup commenté par des experts bouddhistes, par plein de monde, et c'est très intéressant, puisqu'évidemment, ça nous permet de comprendre toutes les étapes de la mort. Moi, j'avais pas envie de venir vous parler de ça, parce que pour moi, c'est de la théorie, ça peut être très valable, mais moi, j'avais plus envie de vous partager ce que j'avais observé dans ma pratique. Ça m'apparaissait peut-être plus vrai, en fin de compte, pour moi, que c'est certainement plus vrai, puisque je l'ai vécu. Et c'est certain que la théorie, ben, j'ai observé, moi, que quand on parle d'intuition, quand on parle de médiumnité, quand on parle de toutes sortes de choses comme ça, de tout ce qui s'appelle un peu le monde spirituel, ben, quand on commence à regarder les livres, moi, je constate souvent que les livres ne nous parlent pas quelque part de ce qui est vraiment concret, tangible, qu'on peut avoir observé dans sa pratique. Moi, quand j'observe ce que je pratique, quand j'observe un livre qui me parle de quelque chose, je vois bien quelque part qu'il y a un grand déphasage entre les deux. Donc, j'avais peut-être envie plus de vous parler de mon expérience que de vous parler de ces informations-là qui sont très valables et que vous pouvez retrouver évidemment en consultant des livres comme le livre des morts tibétains, qui est un livre un petit peu moins accessible, mais il y a des livres qui commentent le livre des morts tibétains, que selon ce que vous avez envie d'explorer, ça peut être intéressant. Et sur les questions là-dessus, mais je pourrais toujours vous trouver aussi des références de livres pour ceux qui ont envie d'aller plus loin sur ces sujets-là. Donc, à partir du moment qu'une personne décède maintenant, qu'est-ce que j'avais envie de vous parler dans un premier temps, c'est de deux grandes réalités que j'ai observées. C'est que lorsqu'une personne décède, il y a deux tendances qui vont souvent se manifester. Il y a d'une part la personne qui se sent coupable ou qui se sent quelque part limitée dans son expérience de vie. Je pense à une personne qui, j'avais une formation avec un guérisseur et puis il y avait un des deux guérisseurs qui s'appelait Daskalos, qui racontait une anecdote comme celle-là que je vais vous raconter parce que je trouve qu'elle reflète bien cette phase quand on décède à quelque part et comme il y a une conscience qui peut se retrouver dans un univers subtil dans lequel elle va revivre tout simplement ce qu'elle connaît. Par exemple, cette personne est un alcoolique, elle est décédée d'un abus d'alcool et elle s'est retrouvée dans le monde subtil comme une personne justement qui allait tous les jours dans une espèce de taverne, une espèce de truc, un endroit pour boire de l'alcool. Et finalement, elle buvait de l'alcool tous les jours, puis elle recommençait tout le temps. Puis c'était un peu comme, pour elle, c'était une espèce de, elle était décédée, mais elle reproduisait ce qu'elle avait connu toute sa vie. Elle le reproduisait d'une façon un peu aveugle, sans se poser de questions, etc. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, on pourrait dire que la personne décède, mais en même temps, quelque part, elle a un attachement au monde humain qui est très élevé et elle ne fait que simplement répéter ce qu'elle a connu tout au long de sa vie dans ce monde subtil-là.
Alors ça, c'est quelque chose qui peut être présent, puis c'est là que ça nous touche évidemment la déprogrammation de la mémoire cellulaire, puisque on voit que cette personne est décédée, mais qu'elle est complètement programmée dans une expérience qu'elle répète, 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 puisque c'est ce qu'elle a connu pendant un certain nombre d'années, et c'est comme si elle le répétait, répétait et répétait encore. Alors ça, c'est vraiment dans un contexte où une personne va avoir tendance effectivement à répéter un peu toujours la même expérience. Et il y a également aussi toute la culpabilité également qui peut être présente. Par exemple, une personne qui est décédée et elle se sent coupable d'un certain nombre de choses et elle va effectivement donc se condamner elle-même, puis elle va se retrouver dans un monde subtil dans lequel elle va vivre une certaine forme de pénalité. Elle va se retrouver en enfer. Elle va se retrouver dans un lieu quelque part dans lequel elle n'a pas l'opportunité de pouvoir s'épanouir parce que justement elle juge elle qu'elle n'a pas été juste, elle n'a pas été correcte, etc., etc. Donc elle va se retrouver dans cette espèce de monde qu'elle s'est créée quelque part et qu'elle va reproduire tant et son temps qu'elle ne sera pas en mesure de pouvoir justement passer à une autre étape. Un peu comme si c'était pour moi une forme de déprogrammation qui s'effectuait dans le monde subtil à ce moment-là chez ces personnes-là. Alors, je vous donne des idées comme ça. Alors, évidemment, on pourrait dire, bon, il y a le couloir de la mort, etc. Je ne veux pas aborder ces sujets-là, évidemment, qui sont évidemment très intéressants. Mais en même temps, ce que je vous fais comprendre surtout, ce qui m'intéressait surtout aujourd'hui, c'était de vous parler de ce que moi j'ai observé, mais aussi, évidemment, de constater que ce que je viens de vous parler ici, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on crée quelque part quelque chose. Et c'est important de comprendre que quand on crée quelque chose, ça veut dire qu'on est complètement identifié à quelque chose. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'on est coupable de quelque chose. Donc, parce qu'on est coupable de quelque chose, on est convaincu qu'on mérite quelque chose. On mérite une punition, par exemple. Donc, c'est là qu'on comprend que la programmation qui se vit après le monde de la mort peut nous amener donc à se limiter dans un univers qui va nous figer, qui va nous limiter et qui va nous empêcher donc de pouvoir accéder à un niveau de conscience supérieure. Ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous témoigner. L'autre élément qui est intéressant aussi, c'est on va souvent voir que des gens qui vont, lorsqu'ils vont décéder, vont avoir le besoin d'accomplir quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas complété leur vie. Il y a des éléments qui leur manquent. Et ces éléments qui leur manquent vont les amener justement à pouvoir, dans le monde subtil, expérimenter des expériences qu'ils n'ont pas pu compléter. Je pense entre autres à une personne qui était venue me voir, qui m'avait dit, bon, son père venait de décéder, puis elle m'avait demandé de faire une lecture sur son père. Et quand j'avais communiqué avec son père, la première chose que son père m'a montré, finalement, c'est bon, en fait, il était très très loin dans l'image que j'avais de lui, et il faisait comme ça, des signes en voulant dire au revoir, je suis occupé, je suis très bien, mais j'ai pas eu la chance de te parler, etc. Et je le voyais sur un voilier. Et c'est comme s'il me racontait qu'il allait faire le tour du monde. Alors évidemment, il était décédé. Mais c'est ce qu'il racontait. Et puis, la personne avec qui je faisais la lecture, qui m'avait demandé de communiquer avec son père, elle s'est mise donc à pleurer à ce moment-là en me disant que c'était le plus grand rêve de sa vie. C'était le rêve qu'il avait toujours exprimé, de faire un voyage sur un voilier pour faire le tour du monde. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant parce que ça veut donc dire quelque part que quelquefois, après la mort, bien évidemment, il y a tout un processus, un désir, à quelque part, d'accomplir des choses qu'on n'a pas pu compléter dans le monde terrestre et qu'on va compléter, qui vont nous permettre, encore une fois, de pouvoir ensuite abandonner le monde terrestre pour pouvoir justement passer à une autre étape. Alors, dans les deux cas, tant le processus de culpabilité ou le processus de répétition d'expériences qu'on connaît, c'est nécessaire quelquefois pour finalement, tout doucement, arriver à une étape où on se dit, bon, ben là, je pense qu'il est temps pour moi de faire autre chose. Donc, après la mort, donc j'ai un genre de phase que je dirais, de tampon, une zone de tampon, entre le monde vivant et le monde de la mort. Et cette zone de tampon-là, c'est un monde à quelque part qu'on pourrait presque dire un monde créé par notre conscience pour justement nous permettre de nous libérer de culpabilité, de libérer d'habitudes aussi qui sont malsaines, qui nous ont complètement bouffé notre vie et qu'on est comme tellement habitué dedans qu'on n'est pas capable de s'en détacher tout de suite. Mais avec le temps, bien inévitablement, il y a un processus de libération qui va s'en suivre et qui va nous amener à nous dégager de cela. Alors, pour revenir avec l'histoire de monsieur qui prenait de l'alcool à tous les jours, etc., ben justement, le guérisseur en question avait été le voir, puis lui dit, regarde, je vais te montrer, moi, je vais te montrer quelque part comment tu peux justement t'ouvrir à des choses plus extraordinaires que ça. Et puis, le mec qui buvait de l'alcool, ben lui a dit non, moi je suis très bien ici, j'ai pas envie que tu montes tout ça, ça me convient pas, c'est pas ce que j'ai envie. Moi j'ai envie à quelque part de prendre mon verre puis de pouvoir faire plus ce que je veux. Et puis voilà, pour montrer un petit peu que la conscience n'avait pas ce désir justement de s'ouvrir à un monde plus vaste. Alors c'est des choses comme ça que j'avais envie de vous témoigner. Donc après la mort, il y a donc ces deux phases tampons que je vous dirais qu'on va observer.
L'autre élément que j'avais envie de vous partager concernant donc la vie après la vie, c'est un thème que moi j'appelle la multiconscience. Puis je vais vous expliquer en quoi la multiconscience est un thème qui m'est intéressant. Moi, ma mère est décédée il y a plusieurs années et j'étais en Belgique quand l'événement s'est produit. Et les événements ont fait que j'avais une compagnie d'avion avec qui je faisais affaire qui a fait faillite, qui a fait que j'ai dû prendre un autre billet avec une autre compagnie d'avion, mais j'ai eu des délais assez importants qui ont fait que je ne pouvais pas me rendre pour la cérémonie pour ma mère. Et j'ai donc fait un travail à distance sur ma mère à ce moment-là. Et j'ai pu, et comme je voulais le faire bien, j'ai vraiment pris le temps de vraiment lui dire mes au revoir à travers cette expérience-là que j'avais fait. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, cette expérience-là, et que j'ai pu ensuite revoir par la suite, revivre avec dans d'autres cas. Et ce que je constatais, c'est que qu'une personne décédée, c'est quoi une personne décédée? C'est une première question. On pourrait se dire, ben, c'est moi. Quand je décède, ben, je suis mort, puis je suis dans un monde subtil, puis je suis un certain chemin, et puis c'est moi qui fonctionne à travers ce chemin-là. Quand on regarde, quand on est un thérapeute intuitif, on regarde un champ énergétique d'une personne, on constate bien que la personne qu'on voit physiquement parlant, elle est là, puis elle est physiquement là, puis il n'y en a pas deux comme elle, c'est elle. Mais dans le monde subtil, on va constater que dans son champ subtil, il y a des mémoires qui se trouvent dans le champ subtil. Et ce champ subtil-là, quelque part, qu'est-ce qu'on va observer? C'est qu'on va voir comme bon, on va voir des perturbations énergétiques, on va voir également des mémoires qui se retrouvent dans le champ énergétique. Et ces mémoires-là sont vraiment en relation, donc, avec cette même personne-là qui est faite de chair et d'os, mais il y a des états de conscience qui se retrouvent là-dedans. Des états de conscience qui sont reliés, bon, à son histoire personnelle, donc à des expériences traumatiques qu'elle a pu vivre, des beaux potentiels qui sont en elle, qui se trouvent présents dans le champ subtil. On peut voir également des mémoires familiales provenant de son histoire familiale. On peut voir également des mémoires d'autres vies dans ce champ subtil-là, alors que la personne qui est physiquement devant moi, ben, elle est unique. Mais dans le champ subtil, je vais constater qu'il y a plusieurs informations qui peuvent circuler dans son champ énergétique qui peuvent m'amener à constater que ben, moi, je vois Sylvain, puis Sylvain, finalement, il est multiconscience parce qu'il n'est pas uniquement fait de chair et d'os, mais il est animé par plein d'états de conscience distincts. Alors, quand on commence à concevoir cette idée-là, c'est pas surprenant ce que je vais vous raconter, puisque quand une personne décède, on pourrait facilement envisager que cette personne-là décède, elle va donc laisser des dépôts de mémoire dans des différents niveaux de conscience. Alors, quand j'ai commencé à regarder la lecture avec ma mère, la première chose que j'ai connectée, ma mère était morte de la maladie d'Alzheimer, et la première chose que j'ai observée, c'est que la première perception que j'ai eue d'elle, c'est qu'elle était dans le sol, et je la voyais effectivement perdue dans le sol. Et je la voyais effectivement dans une position où elle était comme, on voyait les symptômes de l'Alzheimer, elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là, etc. Elle avait vraiment beaucoup de tristesse d'être là et tout ça. Puis bon, j'ai fait un travail pour les déprogrammer, etc. Mais ce que j'ai constaté, c'est que cette facette-là de ma mère, c'était comme ça que je l'apercevais, mais que je pouvais voir ma mère dans d'autres états de conscience qui étaient beaucoup plus positifs et beaucoup plus évolutifs dans le même travail que je faisais. C'est-à-dire que la personne décédée, que ma mère physiquement était décédée, mais dans le champ subtil, je percevais diverses expressions de ma mère. Ça veut donc dire que ma mère n'était pas unique dans le monde subtil, mais elle était multiple. Et que ces états multiples-là, finalement, me mettaient en relation avec des états de conscience différents. Et je pouvais donc communiquer avec ma mère dans une dimension plus terrestre. Je pouvais constater que ma mère pouvait être dans une dimension plus énergétique, une dimension plus psycho-émotionnelle, et ainsi de suite. Donc, ça me faisait voir qu'effectivement, que selon l'état de conscience avec lequel j'étais en contact, j'avais une perception de ma mère décédée qui était différente. Et que plus j'augmentais mes vibrations pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés, mais plus je pouvais communiquer avec des facettes de ma mère qui étaient plus élevées également. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé. Et ça m'a amené donc à questionner à quelque part cette idée de qui est une personne décédée en fin de compte. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant dans cette étape-ci pour amener donc des réflexions aussi concernant cela. Donc, la conscience, ça veut donc dire que la conscience, lorsqu'une personne se décède, elle va se manifester dans divers niveaux de conscience. Et c'est ça que je vais vous relater un petit peu les niveaux de conscience que moi j'ai répertoriés.
et donc de les commenter également pour pouvoir peut-être arriver à mieux comprendre un petit peu cette expérience de la vie après la vie. Donc, le premier niveau de conscience que je vais observer, c'est celui dans lequel la personne va se connecter avec des niveaux de conscience terrestres. Un peu comme ma mère qui se retrouve dans le sol, dans la terre, un peu comme si elle avait été enterrée et qu'elle est un peu perdue en se demandant qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Bon, ça c'est une expérience que j'avais observée, mais on va retrouver ça évidemment chez des gens qui ont ce qu'on appelle des errances, c'est-à-dire que la personne est décédée, mais elle se retrouve près de sa maison, ou elle est dans sa maison, elle vit dans sa maison, comme si elle n'avait pas encore pris conscience au moment de sa mort. On va retrouver ça évidemment chez des gens qui ont vécu des accidents très brusques. Ça peut arriver effectivement que lorsque des accidents très brusques se font, que la personne, avant qu'elle soit consciente qu'elle est vraiment morte, ben effectivement, elle va donc être sous le choc et elle va rester un petit peu dans le monde des vivants, c'est-à-dire dans ce monde, dans ce niveau de conscience terrestre-là, pour pouvoir justement digérer l'expérience qu'elle a vécue ou pour pouvoir effectivement faire ses adieux aux gens avec lesquels qu'elle a abandonné, aussi dû à la mort. Donc ça, c'est des choses qui vont faire que les gens qui sont vivants vont avoir des moments, peut-être des tenses relations avec les personnes décédées, comme s'ils avaient vraiment l'impression qu'ils étaient présents à eux, parce qu'effectivement, ces personnes-là sont peut-être effectivement présentes à ce moment-là, parce que justement, il y a une dimension d'eux, en tous les cas, qui n'a pas encore incarné à quelque part, expérimenté le fait qu'ils étaient mortes, et ils vont donc effectivement vivre dans cette forme d'errance pour pouvoir effectivement accomplir donc la digestion de la mort, on pourrait voir ça comme ça. Il y a des phénomènes un petit peu particuliers, évidemment, comme vous savez, les maisons hantées, les phénomènes d'entité aussi, qui sont un peu associés également à ça, puisque c'est possible qu'une personne, justement, qui n'a pas complété quelque chose, tantôt je vous ai dit qu'une personne qui décédait donc pouvait accomplir des grands rêves qu'elle n'avait pas pu accomplir, ou encore donc faire un travail de libération de culpabilité, etc. Donc on peut comprendre ici que dans certains cas, des gens qui ont des culpabilités qui sont profondément élevées, ou des choses qu'ils n'ont pas pu résoudre véritablement, ou des formes de colère, de violence autour d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas réussi à exprimer par rapport à certaines circonstances de situation de vie, peuvent effectivement se manifester dans des circonstances particulières, dans le cas de maison hantée, de phénomènes d'entité, c'est-à-dire que des manifestations de personnes décédées pourraient prendre possession d'une personne, par exemple, ou encore d'une maison hantée. Alors, qu'est-ce que c'est une prise de possession? C'est qu'il faut se rappeler que la personne, justement, qui va se connecter avec une autre personne, mais c'est simplement parce qu'elle va arriver, justement, donc, à avoir une forme de résonance avec cette autre personne-là. Cette résonance, elle vient de quoi? Bien, elle vient effectivement d'une affinité vibratoire. C'est-à-dire que, par exemple, si la mémoire de la personne décédée est une grande tristesse, ben, de fortes chances que si une personne de sa famille vit une grande tristesse ou une autre personne, ben effectivement, il y a une forme de résonance qui va s'effectuer. Et cette résonance-là va faire effectivement que le phénomène de maison hantée ou de phénomène d'entité va prendre beaucoup plus d'importance puisqu'il y a un genre de lien vibratoire avec quelqu'un qui vit sur Terre. Donc, c'est là qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut en résulter à ce moment-là. Donc, ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire, c'est que lorsqu'une personne décède, elle va se retrouver donc dans les niveaux de conscience terrestre. Et ces niveaux de conscience terrestre-là, ben, effectivement, peuvent amener ce genre d'expérience que je viens de nommer. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne décédée est uniquement cela. C'est-à-dire que la personne décédée, c'est une facette d'elle qui se retrouve dans cet état de conscience terrestre-là. Et là, on va voir que d'autres états de conscience qui peuvent être présents et dans lesquels il y a une possibilité, justement, d'aller chercher de l'information plus importante également. Donc, la conscience peut effectivement se retrouver dans ce que j'appellerais, moi, les plans énergétiques. OK? Donc, la personne décède, mais à ce moment-là, la personne décède et elle est plus en relation avec ce que j'appelle la lumière. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans un processus, dans une expérimentation, justement, plus énergétique, donc plus consciente à quelque part de la mémoire de son corps physique, donc elle est plus dans une conscience énergétique, mais encore une mémoire de son corps physique, encore une mémoire de ses programmations énergétiques, donc elle peut aussi encore traîner avec elle des problématiques de santé. Par exemple, son corps physique, on est tombé malade d'une certaine maladie, mais on pourrait encore être pris un peu dans cette dynamique-là, dans ce phénomène de plan énergétique-là. Et pourquoi on fait ça? Bien, quelque part, tout simplement, parce que la conscience a quelque part besoin de faire un travail d'épuration, je dirais, par rapport à un certain nombre de mémoires qu'elle a entretenues tout au long de la vie. Et évidemment,
il y a tout un travail donc de libération qui va se faire progressivement. Donc, dans le contexte du plan terrestre, il va y avoir donc un travail de libération qui va s'effectuer, comme je viens de le nommer, qui va permettre à l'individu d'expérimenter la mort, véritablement de son corps physique. Dans le champ énergétique, ben, c'est l'expérimentation de la mort du champ énergétique, hein, donc de quitter la conscience de son champ énergétique pour accéder à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, bien évidemment, c'est le plan psychique, dans lequel on va retrouver effectivement ce qu'on appelle des états de conscience. Ces états de conscience-là peuvent être multiples. Il peut y avoir plusieurs états de conscience d'une même personne. Il peut y avoir donc des expériences de ma vie personnelle que je n'ai pas pu résoudre, que je n'ai pas pu régler, qui peuvent être présentes dans ce niveau de conscience-là. Il peut y avoir donc des résonances avec des mémoires familiales qui peuvent être effectivement présentes. Il peut également avoir des mémoires d'autres vies avec lesquelles il peut y avoir des résonances qui peuvent s'effectuer. Donc, c'est intéressant de comprendre tout ça parce que ça veut dire que quand on est un médium, par exemple, qui dit communiquer avec les personnes décédées, la première question qu'on doit se poser, c'est avec qui il communique. Parce qu'effectivement, si on comprend cette réalité-là, ça veut dire qu'on pourrait très bien communiquer avec une personne décédée qui serait donc en liaison avec la conscience terrestre, plus une autre avec une autre facette d'elle pour être en conscience davantage avec le plan énergétique, une autre avec le plan plus psycho-émotionnel dans un contexte d'histoire personnelle, de mémoire personnelle. Et il y en a également d'autres qui peuvent concerner des mémoires familiales. Donc, l'histoire familiale, les résonances entre l'individu qui est décédé et son histoire familiale. Cet individu-là peut être en résonance avec des mémoires d'autres vies. Donc, vous voyez que tout ça, quelque part, c'est toutes des expressions d'une même personne décédée. Et ça veut dire qu'un médium qui serait plus en résonance avec l'un ou l'autre de ces états de conscience-là pourrait donc communiquer avec une personne décédée dans l'expression de l'un ou l'autre de ces facettes-là. Alors, je pense que c'est important parce que ça amène une réflexion, justement, sur l'idée que tout ce travail-là qu'on est en train d'accomplir, à quoi il sert? Ben, il sert simplement à faire un travail de réunification avec ce qu'on pourrait appeler le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est que l'individu, justement, qui décède, ben, son objectif ultime à cette personne-là qui décède, c'est de renouer contact avec sa lumière. Sa lumière, c'est son expression de l'âme, on pourrait l'appeler comme ça, et dans laquelle une forme de fusion qui va pouvoir s'effectuer entre tout ce processus mémoriel, ces états de conscience morcelés, pour qu'il y ait un travail de nettoyage qui s'effectue et qui amène donc une réunification à prendre forme au niveau spirituel. Alors, tout ça, ça serait un peu le sens de la vie, c'est-à-dire que l'être qui décède aurait donc un travail donc de progressif, hein, de libération à travers ces différents niveaux de conscience-là, qui lui permettrait de renouer contact avec une forme de fusion, qui lui permettrait donc de fusionner avec l'expression spirituelle de son être. Et dans cette fusion spirituelle-là, ben, il y aurait une forme de reliation, hein, d'union avec le grand tout, qui ferait en sorte que l'individu terminerait son cycle de la mort. Malheureusement, l'être humain, n'ayant pas une conscience de tout ce processus que je viens de nommer, fait que il va y avoir des pollutions qui vont rester dans les champs subtils de la mémoire de l'individu. Et nous, en tant qu'être humain, on va, sans nous rendre compte, hein, on va aussi se mettre en relation avec parce qu'on peut concevoir que depuis le début des temps, ce niveau de mémoriel-là humain s'est accumulé. Et ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je peux raisonner avec l'accumulation de ces mémoires-là qui existent depuis le début des temps. Ça veut donc dire quelque part que inconsciemment, parce que je raisonne avec ces mémoires-là, je les nourris et je deviens quelque part identifié à ces phénomènes-là, à ces mémoires-là aussi. Et vous voyez, à quelque part, qu'on commence à construire une genre de trame, une trame mémorielle, en quelque part, qui fait que moi, en tant qu'individu, je suis lié non pas seulement à l'humanité entière, mais je suis lié à l'histoire de l'humanité entière, et que toute cette mémoire, cette somme des mémoires font, en quelque part, qu'on est en quelque sorte une famille mémorielle qui est prisonnière, d'une certaine façon, d'expériences de vie, qui nous éloigne justement de l'essence supérieure de l'expression de qui nous sommes, qui serait donc davantage reliée à cette expression de l'âme ou du monde spirituel, qui donc serait au-dessus, hein, de tout ce phénomène de mémoire dont je viens de nommer. Et que tout être humain, quelque part, le processus de la mort, mais aurait pour objectif donc de permettre cette épuration-là pour accéder à cette relation avec le monde spirituel et de nous permettre donc de vivre une forme de fusion, une forme de sentiment d'unité avec ce monde spirituel-là. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait renouer contact avec une résonance, hein, de dire, bon, ben voilà, je suis en fusion avec ce monde spirituel, qu'est-ce qui va faire que je vais, donc, une forme d'incarnation va prendre forme? Ben moi, je pense que c'est beaucoup en relation avec un appel, c'est-à-dire qu'il y a des règles que je ne connais pas,
j'émets des hypothèses, hein, je suis humain comme vous, donc je suis pas en train de vous dire que j'ai la connaissance infuse par rapport à ça, mais j'émets des hypothèses, je me pose des questions, et j'aime me poser des questions, et j'aime me baser sur ce que j'ai observé, c'est ce que je vous témoigne aujourd'hui par rapport à cela. Mais ce que j'ai observé, c'est que quand cet appel, moi je pense qu'il faut y avoir un appel de l'âme. Un appel de l'âme, c'est quoi? C'est que la somme de mémoire humaine est tellement immensément vaste, ben quelque part, que le seul moyen de permettre justement à ce qu'il y ait un travail de nettoyage qui s'effectue, ben effectivement, c'est qu'on a un appel, l'âme doit s'incarner pour arriver justement à pouvoir permettre à ce travail d'épuration de prendre forme. Et qu'actuellement, peut-être qu'on peut envisager la chose, qu'actuellement, ben, on vit dans une pollution écologique, c'est-à-dire que la planète Terre n'a jamais été dans des conditions aussi mauvaises que cela. On peut envisager que dans un monde plus subtil, mémoriel, on a également atteint des niveaux de saturation écologique, c'est-à-dire que la mémoire prend trop de place et qu'il faut donc une certaine épuration. Et ce travail d'épuration, ben, contribuerait peut-être, hein, ça serait peut-être explicable qu'aujourd'hui, avec les prises de conscience face à la physique quantique, qui ouvre un modèle complètement différent de la conscience, qui réunit la science avec la spiritualité, mais on peut penser peut-être qu'on est en train de toucher des zones d'importance qui vont permettre, et c'est ce que j'espère, qui vont permettre justement à l'être humain de pouvoir justement prendre conscience de ce qu'il a construit, de ce qu'il a créé. Tant dans le monde terrestre, on est d'accord que c'est nous qui avons créé en grande partie les conditions écologiques qui existent sur la planète Terre présentement. Donc, on a une responsabilité par rapport à ça. Et je vous dirais que dans un monde plus subtil, bon, on a certainement une responsabilité par rapport à la pollution mémorielle qui existe dans l'univers et que sans doute que tout le travail qu'on cherche à établir présentement dans ce niveau d'évolution de l'être humain, ben c'est peut-être justement donc de faire du ménage, de prendre conscience que justement on a comme accumulé de la pollution d'une façon importante concernant toutes les expériences mémorielles qui existent dans l'humanité et qu'il est peut-être le temps maintenant de commencer à faire du ménage. Ce ménage-là ben, implique effectivement qu'il y ait qu'on reconnaisse à quelque part qu'il nous faut réinventer un nouveau monde. Réinventer un nouveau monde, c'est de faire le deuil de toute cette mémoire passée hein, qui nous ramène tout le temps, cette mémoire-là nous ramène tout le temps à quelque part quelque chose qui s'actualise constamment, c'est-à-dire que on traîne avec soi des pollutions mémorielles et c'est difficile pour nous d'envisager un monde meilleur ou un monde différent parce que les pollutions mémorielles nous rattrapent tout le temps. Alors le travail qu'on est en train de faire, je pense que le reflet de la planète Terre, les conditions écologiques qu'elle nous montre, est certainement un reflet de ce qui se passe au niveau psychologique, psycho-émotionnel, au niveau spirituel également, dans l'accumulation de la mémoire, qui est finalement devenu aussi une pollution, et que donc un travail de nettoyage qui est en train de s'effectuer dans la conscience. Et ce travail de nettoyage-là va peut-être permettre d'envisager de créer un nouveau monde qui sera plus en accord avec la Terre, plus en accord aussi avec la conscience humaine. Et c'est peut-être ça, effectivement, à laquelle on est en train de tendre, hein, c'est ce qu'on est en train, on pourrait espérer du moins par rapport à tout cela. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner par rapport à cette conférence. Donc, je ne sais pas s'il y aurait des questions. Je sais qu'il y a eu des problèmes de son. Je suis désolé, j'ai vu tout cela. Normalement, bon, il faut sans doute regarder de son côté, puisque c'est pas tout le monde qui a ce problème de son-là. Évidemment, il y a des connexions Internet, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Donc, je suis désolé. Sachez qu'il y a un replay qui devrait avoir accès par la suite. Donc, j'espère que vous pourrez donc visionner le replay, puisque je pense que si vous êtes intéressé, ça pourrait certainement être un compromis fort acceptable pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de la conférence que je viens de vous présenter? Donc, vous aurez un lien demain, vous allez recevoir un lien, donc on est le 21 octobre, donc le 22 octobre, normalement le 22, 23 au maximum, vous allez avoir le lien qui va vous être envoyé, qui va vous permettre donc de pouvoir visionner en toute tranquillité la conférence en question. Est-il possible qu'une entité vous prenne votre énergie? C'est ce que je ressens en ce moment, je me sens vidé. Alors, c'est une question intéressante. Maintenant, la première chose qu'il faut se poser, avant même d'envisager une entité, c'est mon travail en tant que thérapeute intuitif, c'est d'aller voir la raison d'être des perturbations. Alors, la raison d'être des perturbations, on ne part pas du principe que c'est une entité. Il y a tellement de raisons d'être d'une perturbation et d'une fatigue, par exemple. Il y a tellement de possibilités qu'il y a plein de raisons avant d'aborder l'entité. L'entité est vraiment ce que j'aborderais en dernier lieu. Et quand je parle d'entité, il faut bien comprendre que dans la vision des choses, quand on parle d'une entité, quelque part, c'est qu'on n'est pas une victime d'une entité. Une entité, quelque part, est une énergie avec laquelle nous sommes en résonance. C'est-à-dire que si moi je suis profondément triste,
Ben, si je suis en résonance avec une entité, cette entité-là va me refléter la tristesse. Pourquoi elle va être là, cette entité-là? C'est qu'elle m'invite, la loi de l'univers, c'est la loi de l'univers qui m'invite à ça, la loi de l'attraction reliée à la loi de l'univers, qui me rappelle que la tristesse qui est en moi, je n'y fais pas face, et il y a donc une résonance avec une mémoire d'autre vie, qui est cette fameuse entité, qui, elle, va amplifier cette tristesse-là en moi et qui va me donner l'impression que je suis possédé par quelque chose qui est plus grand que moi parce que la tristesse, je la trouve vraiment profondément lourde. Mais en même temps, ce qu'on me demande de faire, c'est de reconnaître cette tristesse-là, de faire un travail avec elle. Donc, vous comprendrez que le phénomène d'entité est un phénomène qui est souvent associé à quelque chose, une charge émotionnelle plus importante que j'ai en moi et que la résonance que j'ai avec une mémoire ou une entité qui va se manifester à moi, c'est parce que il y a une charge émotionnelle qui est très forte que je suis pas capable de récupérer, que je suis pas capable de faire la paix avec. Et les phénomènes d'entité, c'est souvent associé à ce genre de phénomène-là. C'est d'ailleurs pourquoi que les phénomènes d'entité sont souvent associés à des phénomènes paranormaux, poltergeist, maisons hantées, des phénomènes psychiatriques aussi. Hein, on se trouve dans une position, on est vraiment envahi par quelque chose. Tout ça est relié aussi à des charges émotionnelles qui sont profondément ancrées chez l'être humain et que le fait que cette énergie-là va se résonner avec nous, elle va nous confronter à devoir faire un travail psychologique pour pouvoir justement faire la paix avec soi. Donc, je dirais que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, la première chose qu'on cherche à faire, et je vous le rappelle, il y a une pratique d'enracinement qui est gratuite au module 1, et je vous inviterai justement à vous rappeler que la première chose qu'on a à faire, c'est de chercher simplement à rétablir le flot énergétique le plus possible dans notre corps pour pouvoir justement renouer contact avec une vitalité. Ce sera peut-être pas suffisant, mais ça risque quand même de nous apporter quand même une prise de conscience sur notre responsabilité par rapport à la santé et que si on est fatigué, ben on a peut-être un rôle à jouer par rapport à notre fatigue. De quelle façon que je gère mon énergie? De quelle façon que je me nourris? De quelle façon est-ce que je vis le stress? De comment je peux résoudre chacun de ces thèmes-là que je viens de nommer. C'est-à-dire de quelle façon que je peux améliorer ma situation. C'est là qu'on se rapproche du potentiel santé dont j'ai parlé au tout début de la conférence et qui nous rappelle quelque part que on a un rôle à jouer dans notre volonté de vivre. Comment je peux prendre soin de moi pour que ma volonté de vivre soit au maximum, que je me sente bien dans ma vie, que j'ai envie de vivre. Voilà, c'est ça un peu que je vous dirais par rapport à ça, Sylvie. Donc, ça, c'est une question. Il y a David qui me dit combien de réincarnations une âme peut faire. Ça, c'est le genre de question à laquelle je ne répondrai pas parce que je vais vous expliquer pourquoi, David. Moi, je n'ai pas compté le nombre de réincarnations qu'une âme peut faire et je n'ai pas la prétention donc d'avoir la science infuse. Moi, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est de vous faire part davantage de l'expérience que moi j'ai vécue en tant que thérapeute intuitif. Quand on me parle de réincarnation, je vais vous avouer franchement, je ne peux pas vous en parler vraiment. Je peux simplement dire qu'un être humain semble être en résonance avec des mémoires d'autres vies. Est-ce que c'est une incarnation quand je vous parle de cette mémoire d'autre vie-là? Selon moi, non. Selon moi, c'est une résonance. Une résonance, c'est quelque chose qui me lie à quelque chose d'autre, ce qui ne veut pas dire que j'ai été ce quelque chose d'autre-là. Ça, c'est mon point de vue. Je vous demande pas de l'adopter, mais je vous dis à quelque part que moi, j'ai voulu mettre l'enfant sur l'expérimentation et moins sur la théorie. La théorie, c'est qu'on émet l'idée qu'il y a des réincarnations, qu'on se réincarne, etc., etc. Je connais tout ça. Sauf que moi, dans mon expérience, je n'ai pas eu la chance de vraiment arriver dans cette direction-là. Je vous propose davantage ce que moi j'ai observé parce que ça m'apparaît important, donc de pas simplement répéter les choses parce que tout le monde les dit, mais plutôt de chercher à vous partager ce que moi j'ai observé. C'est ça que moi j'ai choisi de prendre comme voie, comme chemin dans ma démarche en tant que thérapeute intuitif. Alors, comment faire avec les personnes qui ont des comportements suicidaires, cigarettes, alcool, excès alimentaire ou autres? Ben, comment faire? C'est pas une question facile. Dans le sens que la première chose qu'il faut déterminer, c'est que ces personnes-là qui ont des comportements dits suicidaires ont des niveaux de conscience plus ou moins élevés. Il y a des gens qui disent, ben moi, je veux pas que tu me dises quoi faire, j'ai ma cigarette, j'ai mon alcool, j'ai mon excès alimentaire, et je veux pas quelque part que quelqu'un vienne m'enlever ça. Je suis bien avec ça, moi. Donc, ces gens-là, quelque part, sont bien avec ça, donc on n'a pas à questionner cela. On peut pas les changer, on peut pas se battre avec eux pour les changer. Donc, il faut effectivement que ces gens-là vivent une crise. La crise, c'est un détonateur qui vont les amener à se dire, ben voilà, je prends conscience que ce sont des mauvaises habitudes et j'ai envie donc de m'en sortir. C'est là qu'on peut intervenir avec ces personnes-là souvent. Avant ça, c'est un petit peu plus difficile, je dirais, pour répondre à cette question-là. Donc, moi, je dirais qu'il faut pas avoir cette espèce d'impression qu'on doit sortir ces gens-là. Ces gens-là ont des comportements X, Y, Z. On a tous des comportements, OK? Il y a des gens qui s'apparaissent moins que d'autres. Hein? On parle de cigarettes, alcool, excès alimentaire. C'est des choses qu'on voit visiblement. Mais il y a plein d'autres gens qui ont des comportements qui sont suicidaires, qui sont manifestés différemment. Alors, dans ce sens-là, il faut bien prendre conscience qu'on a tous
donc une responsabilité dans notre vie et qu'il faut aussi qu'une personne soit prête à faire des changements. Si elle n'est pas prête à faire des changements, c'est difficile de pouvoir l'aider à ce moment-là. J'étais patient chez un thérapeute qui est passeuse d'âme, mais cela m'a beaucoup apporté un nouveau nettoyage avec les consultations qui rappellent les concrets. Tout à fait. Donc, le passage d'âme, évidemment, on n'a peut-être pas abordé comme tel dans le temps, tant que cela, dans le travail que j'avais envie de vous partager. Parce qu'évidemment, ça touchait peut-être pas tant, à mon sens à moi, cette idée du passage d'âme. L'idée, évidemment, c'est que lorsqu'une personne décède, bien évidemment, on peut donc intervenir dans tous les niveaux de conscience que j'ai nommés. Et c'est certain que à ce moment-là, bien évidemment, on peut aider à quelque part une personne à se libérer de sa programmation mémorielle dans tous les niveaux de conscience dont j'ai nommé. Alors, ça veut donc dire qu'on peut travailler sur une personne proche de nous qui est décédée, mais on peut également travailler sur des personnes qui sont en résonance avec nous, avec des mémoires d'autres vies, des choses comme ça, et faire le même travail de nettoyage avec le décodage intuitif, des programmations et soins qui vont permettre donc de libérer les mémoires avec lesquelles on est en résonance. Et lorsqu'on les déprogramme, ces mémoires-là, il y a un retour d'énergie qui va venir vers nous. C'est-à-dire qu'on va récupérer de l'énergie vitale parce qu'on va se rendre compte effectivement que ces mémoires-là, quelque part, comme on est en résonance avec elles, elles nous enlèvent de l'énergie, mais pas parce que elles sont en train de nous bouffer de l'énergie, c'est qu'on est en résonance avec elles. Donc, il y a quelque chose qui nous relie à elles. Et que quand on fait un travail à ce niveau-là, ben, on peut se permettre justement de pouvoir se dégager et de récupérer l'énergie vitale qu'on avait perdue. Alors, c'est tout ça un petit peu le travail que moi je propose dans le travail intuitif que je fais quand les gens me demandent de faire un travail sur des personnes décédées, puisque ça m'est arrivé régulièrement, moi, donc de travailler avec des gens qui avaient des problématiques des gens qui étaient vivants, qui venaient me voir, qui avaient des problématiques avec des personnes décédées et qui me demandaient donc de pouvoir compléter un travail qu'ils n'avaient pas pu accomplir avec des personnes décédées. Et évidemment, ce qu'on fait, on appelle une constance intuitive à ce moment-là, c'est qu'on se met en relation avec la personne décédée et on la fait venir. Et la personne décédée va faire un travail donc de discussion et de guérison avec la personne en question. Et moi, je vais devenir un petit peu le témoin de cette personne décédée ou incarner la personne décédée. Il y a donc une discussion qui va s'effectuer. Et c'est très, très puissant comme façon de procéder. Et c'est intéressant parce que ça veut donc dire quelque part moi encore là, j'ai pas la prétention de dire c'est la personne décédée, la vraie personne décédée qui est là. Je travaille davantage avec une perception de la personne décédée qui est plus ou moins la personne décédée, et d'une certaine façon, je m'en fous, parce qu'en quelque part, l'objectif, évidemment, c'est d'aider la personne qui est vivante à pouvoir faire un travail sur ce travail-là de personne décédée. Alors moi, je n'ai pas des idées sur lesquelles je peux pas vérifier. Je pourrais très bien vous dire, je suis convaincu, c'est la personne décédée, absolument. Pour moi, ça serait à quelque part des mots. Et dans l'expérience subtile, moi, mon expérience face aux expériences subtiles, c'est que l'énergie, elle se manifeste de diverses façons, puis elle peut bouger, elle peut changer. Donc, une personne décédée, quelque part, pour moi, elle est pas figée, tout comme quand une personne vient me voir, ben, la personne, elle est figée dans son monde terrestre, cette personne-là qui est devant moi. Sauf que dans mon monde subtil, elle est pleine de mouvement, elle est pleine d'énergie. Il n'y a rien de figé. Et quand c'est figé, c'est un mauvais signe. Ça veut donc dire quelque part qu'il y a quelque chose qui n'est plus vivant. Donc, vous comprendrez quelque part que quand on travaille dans le monde subtil, le rôle que moi j'ai, c'est de favoriser, donc, à quelque part, cette vie, à quelque part, de s'exprimer dans le monde subtil. Et quand on commence à comprendre ça, on commence à comprendre quelque part qu'il y a quelque chose qui est pas, il y a rien qui est complètement arrêté. Alors, quand on dit qu'une personne décédée, je communique avec la personne décédée, je sais que c'est avec elle, puis ben, à quelque part, on est en train de figer quelque chose, et pour moi, on n'est plus dans le monde subtil. Le monde subtil n'est pas un élément, c'est pas un espace figé. C'est un espace qui bouge et qui est vivant. Et je pense que c'est important, effectivement, de le reconnaître. Au Monument Institute de Virginie, des ateliers nous permettent de prendre contact avec des défunts, notamment ceux qui n'ont pas conscience de leur mort, de participer à leur rescue. Bien sûr, Louise, c'est certain, à les éveiller, à leurs conditions, les rejoindre, le monde de la propre défunt et leur faire des décisions de ce qu'ils doivent faire après, etc. C'est une démarche, effectivement, que je connais, le Monroe Institute. Comme je dis, moi, j'ai proposé à quelque part un modèle, à quelque part, qui vous amène donc à réfléchir, parce qu'évidemment, quand on fait des expériences dans le monde subtil, ben, ces expériences-là, quelque part, bon, si on n'a pas une démarche intuitive de base, selon moi, hein, si on n'a pas une démarche intuitive de base, les expériences qu'on peut faire dans un contexte comme mon institut, choses comme ça, ben, pour être capable d'arriver à dire, ben, je sais que pour avoir un certain recul par rapport à ces expériences-là, il faut avoir quand même un certain recul par rapport à nos propres expériences, je dirais, intuitives. Alors, c'est ça, quelque part, qui est fondamental. D'ailleurs, dans le Monroe Institute, il y a toute une série de degrés à parcourir. Et je pense que le discernement est fondamental. Le discernement, c'est avoir un journal intime et de prendre le temps de noter ce qu'on observe, non pas seulement dans des expériences de défunts, mais des expériences intuitives qu'on peut avoir. C'est comme ça qu'on peut arriver à développer une expertise plus importante. Moi, c'est ce que je vous invite à faire, évidemment, par rapport à tout ça.
Bon, il y a Oduro qui me dit que elle me raconte un truc, mais là, je comprends pas très bien. Et surtout, je me souviens que ce dimanche à 15 heures exactement, bien sûr qu'il y a plein d'expériences qu'on pourrait relater tous ensemble concernant des expériences comme celle-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est peut-être si vous avez des questions plus précises, parce que je comprends évidemment qu'on a tous sans doute vécu des expériences très intéressantes, puisque ce monde, comme je dis, ce monde subtil-là, quelque part, prend des expressions multiples. Hein, tantôt, je parlais de multiconscience thérapie, c'est-à-dire que pour moi, quand on commence à aborder le monde de la mort, on commence à comprendre quelque part que l'être avec lequel qui est décédé a plusieurs expressions possibles. Et que le travail consiste justement à faire un travail de nettoyage, de libération de cette personne décédée-là pour l'accompagner dans le monde de la mort, pour la déprogrammer, lui permettre donc justement de se libérer, je dirais, de tout le processus d'identification qui pourrait l'empêcher de pouvoir se libérer. Et quand on fait ce travail-là sur cette personne décédée-là, on contribue certainement à libérer la pollution mémorielle dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qui est mieux de faire quand on accompagne une personne dans ses dernières heures de vie? Ben, moi, je dirais certainement que quand on dit ces dernières heures de vie, évidemment, il y a des gens qui peuvent ne pas être conscients dans ces moments-là et d'autres qui peuvent l'être. C'est sûr que dans le processus intuitif que moi je fais, ben évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en relation avec la personne dans le monde subtil pour pouvoir l'accompagner, etc. Mais une chose qui est très intéressante et qui peut soulager une personne dans ses dernières heures de vie, c'est un soin énergétique. Alors, un soin énergétique, bon, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est très facile. C'est se mettre dans une position d'enracinement, tout simplement, un bon enracinement. On prend vraiment bien le temps de le faire. Vous avez dans le module 1 qui est gratuit la possibilité d'expérimenter un enracinement qui dure une trentaine de minutes. Alors, cette trentaine de minutes-là, pourquoi il est long? C'est que ça nous permet vraiment de prendre conscience de la vie qui est en nous, puis de s'assurer que l'énergie circule à travers notre corps. Et quand on a bien fait ça, on va ressentir une présence d'un soleil rayonnant lumineux à notre cœur, qu'on va ensuite déplacer vers nos mains. Et de nos mains, on va simplement déposer nos mains sur les pieds de notre partenaire et on va simplement envoyer de l'énergie de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. L'objectif de ça dans un cas d'une personne décédée n'est pas de la soigner, mais plutôt de la soulager et de favoriser son processus de libération. C'est là qu'on peut effectivement avoir un impact intéressant sur une personne qui cherche donc qui va quitter le monde vivant. C'est quelque chose qui va la soulager assurément, qui va l'aider puisque ça va soulager son corps d'une part, ça va donc l'aider à pouvoir expérimenter la mort d'une façon beaucoup plus elle va être beaucoup plus soulagée, je dirais. C'est un peu ce que je dirais qui serait la chose la plus évidente que l'on pourrait effectuer. Puis évidemment, de lui dire au revoir. Hein, si c'est une personne qui est proche de nous, bien évidemment, de lui exprimer quelque part, même si elle n'est pas consciente, de lui exprimer, de l'accompagner dans l'expérience de la mort, c'est-à-dire de lui exprimer quelque part hein, qu'on lui souhaite un beau voyage, qu'on l'est là, qu'on lui tient la main, vous voyez, comme on peut la flatter, vous voyez, quelque chose là-dedans qui est vraiment de l'ordre de l'affectif, qui va être naturellement présent hein, dans une expérience comme celle-là, qui peut être vraiment favorisé pour aider une personne dans cette expérience-là. Puis peut-être que moi, je pense que je vois qu'il y a d'autres questions peut-être. Est-ce que l'âme d'un défunt reste dans une unité ou est-ce qu'elle se dissout pour rejoindre l'énergie globale? Évidemment, c'est des grandes questions qui me sont posées là. Moi, je vous dis encore une fois ce que moi j'ai expérimenté à travers ça. Alors évidemment, selon moi, l'âme d'un défunt va donc être multiconscience. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors l'âme, on pourrait dire que c'est une lumière, etc. Théoriquement, on pourrait lancer de belles hypothèses. Là. Je pourrais vous lancer des super idées théoriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment vous faire part de l'expérience. L'expérience que j'ai observée, c'est que effectivement, à un niveau supérieur, il y a effectivement la personne décédée qui semble être dans un état de grande libération, de grand nettoyage, de grande harmonisation, de grand état de tranquillité dans les niveaux supérieurs. Sauf que quand on descend d'un niveau plus inférieur, on va constater que cette même personne décédée ne vit pas ce même état de grâce parce que justement, elle est en résonance avec des mémoires qui lui appartiennent, qui sont davantage dans un désaccord avec elle-même, pourrait-on dire, et il y a donc un travail qui est effectué. Alors, c'est sûr que moi, en tant que thérapeute en pleine conscience intuitive, qu'est-ce que je vais inviter la personne à faire? C'est d'aller dans chacun de ces niveaux de conscience-là pour apprendre à connaître la raison d'être de la perturbation, de déprogrammer, de soigner pour que justement, tout le processus
de chacun de ces niveaux de conscience-là puisse se dégager, se libérer et qu'il y ait une forme d'alignement qui s'effectue. Alors, la personne décédée qui est alignée, c'est-à-dire que toutes les mémoires, quelque part, qui pouvaient l'empêcher de pouvoir atteindre les niveaux supérieurs, ben, vont se dégager, qui vont permettre de plus en plus à l'expérience de la mort de se faire de plus en plus naturellement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? C'est la perte, hein, on pourrait voir ça comme ça, c'est la perte de mémoire. C'est la perte de mémoire, c'est-à-dire que l'être humain qui a vécu, n'a pas à se rappeler qu'est-ce qu'il a vécu. Il a simplement à se dégager de tout ça pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant à se poser comme question. Est-ce que nous, en tant qu'être humain, on est prêt à accepter qu'une personne qui décède va, d'une certaine façon, se fondre dans l'unité puis elle n'existera plus? Mais quand je dis elle n'existera plus, est-ce que je dis vraiment qu'elle n'existera plus? Ou est-ce que je suis en train de dire qu'elle va exister dans une forme unitaire, dans quelque chose de beaucoup plus grand que moi? Et que je vais retrouver cet état d'unité qui est beaucoup plus grand que moi un jour. Ça veut donc dire que je vais la retrouver, mais non pas dans un contexte individuel, mais dans un contexte d'unité. Alors, ça amène quelque part toute une réflexion sur notre vision du monde, hein, notre vision du monde qui est arrêtée à notre matière, qui est arrêtée à notre identité, qui est arrêtée à l'identité de la personne décédée, et que quand on commence à aborder ce monde subtil, on commence à concevoir quelque part que ce monde subtil-là nous reflète quoi? Il nous reflète que l'être humain qu'on a tant aimé, c'est une expression de mémoire, et que cette expression de mémoire, ce que la vie, l'univers demande, c'est que cette expression de mémoire-là se dissout pour qu'enfin, elle puisse renouer contact avec une forme d'unité. Et cette unité-là, quelque part, c'est l'expression d'une plus grande définition de soi qu'on a tous à accepter un jour ou l'autre, sans aucun doute, hein, si on accepte l'idée que j'aimais ici. Hein, moi, je suis pas en train de vouloir vous vendre à quelque part à tout prix ce que je vous exprime, hein, c'est plus comme un partage que je fais, mais c'est vraiment ce que moi j'ai observé à travers l'expérience et les constats que j'ai pu faire tout au long de ma pratique. Donc, ça veut dire quoi? Mais le travail de la pleine conscience intuitive concernant la vie après la vie, c'est donc, on parle souvent de passeur d'âme, mais pour moi, le passeur d'âme, ben, quelque part, lorsqu'une personne décède, ben, on va donc accompagner cette personne dans les niveaux de conscience que j'ai nommés tout à l'heure. On va explorer chacun des niveaux de mémoire de cette personne décédée-là. On va chercher à l'accompagner pour qu'elle puisse justement se dégager, pour qu'elle puisse donc favoriser ce processus de réunification avec le grand tout. C'est vraiment ce que l'on va chercher à faire. Et puis moi, bon, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui avaient, bon, des phénomènes de maisons hantées, des phénomènes de possession, des personnes décédées, etc. Donc, j'ai pu, à travers ce processus-là, évidemment, constater que la mémoire, elle se comporte toujours un peu de la même façon. La mémoire, c'est une expression d'une conscience, hein, d'un individu, quelque part, qui a donc une charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle, elle est limitée au départ, puis par la déprogrammation, puis par les soins, on peut arriver justement à dégager ces mémoires-là, et en les dégageant, ben, effectivement, il y a donc des champs de conscience plus évolués qui prennent forme et qui vont favoriser donc une plus grande harmonisation à se manifester. Et c'est ça, quelque part, qu'on va toujours chercher à faire lorsqu'on travaille avec des personnes, avec ce qu'on appelle des personnes décédées, c'est de travailler dans ce sens-là pour libérer les mémoires, pour que la mémoire devienne de moins en moins figée et que les états de conscience plus évolués prennent forme, qui vont favoriser donc l'alignement au soi supérieur à la dimension de l'âme. Peut-on dialoguer facilement avec un défunt? Oui, Laura, je te dirais que oui, c'est facile de communiquer avec un défunt. Il faut par contre, encore là, revenir avec le discernement. Le discernement, c'est que, je l'ai dit tantôt, un défunt, c'est quoi? Alors, je reviens encore à la même question. Un défunt, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un ensemble d'états de conscience? Alors, c'est la question que je pose aujourd'hui, puis je reviens parce que je pense que c'est important de bien cerner ça. Comment savoir que le défunt est dans la lumière? Ben justement, je reviens encore avec la même chose, Laura. Le défunt n'est pas le défunt, c'est les états de conscience du défunt. Est-ce que ces états de conscience-là du défunt sont dans la lumière? Et l'idée, quelque part, c'est donc d'apprendre justement à accompagner dans chacun de ces états de conscience-là le défunt pour qu'il puisse renouer contact avec la lumière. Et c'est dans ce sens-là que le voyage de la pleine conscience intuitive, lorsqu'on accompagne une personne qui est décédée, ben c'est un voyage dans lequel on va accepter de reconnaître qu'il existe une expression multiple du défunt et que le défunt n'est pas qu'une expression. Il y a plusieurs expressions selon les niveaux de conscience dans lesquels il se trouve. Et dans la pleine conscience intuitive, on va chercher justement à se syntoniser à chacun des niveaux de conscience pour permettre à la personne de pouvoir faire un travail de libération à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Laura. Donc, peut-être qu'on serait rendu à l'étape où, absolument, je fais une petite démonstration pour ceux qui seraient intéressés. Ça pourrait toucher d'ailleurs une personne défunte, si vous êtes intéressé.
Euh, Puis également les promotions que je voulais peut-être aborder avec vous. Donc, peut-être que j'aborderai rapidement donc les promotions et après ça, bien évidemment, on pourra revenir sur le thème de l'exemple. Une autre question qui m'est posée, ma mère a décédé il y a 3 semaines, est-ce que vous pourriez communiquer avec elle? OK, donc on est déjà rendu donc à la démonstration là, dans ce que je vois par rapport aux questions qui me sont posées. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à la question tout de suite, en sachant évidemment que les promotions peuvent être intéressées par des gens, puis peut-être moins à d'autres. Alors, je vous dirais simplement donc que ceux qui sont intéressés aux promotions, bien, ils pourront rester, et donc ceux qui n'ont pas envie, bien, pourront simplement quitter les gens. Donc, David, je vais donc simplement prendre la question de David. Ma mère a décédé il y a 3 semaines. Est-ce que vous pourriez communiquer avec elle? Est-ce que vous pourriez me donner son nom à David, à votre mère? OK. Bon, j'aurais peut-être aimé son prénom, mais bon, on va se contenter du nom à ce moment-là. OK, je vais vous dire l'information par rapport à cette dame-là. Évidemment, comme je vous disais tantôt, si on voulait vraiment faire un travail très, très pointilleux, on pourrait prendre le temps, quelque part, de vraiment faire un travail plus approfondi en allant visiter chacun des niveaux de conscience que j'ai nommé aujourd'hui pour aller voir un petit peu comment elle se situe dans les niveaux de conscience. Mais le premier niveau de conscience qui manifeste à moi par rapport à Mata à Montserrat, ce que je dirais, c'est la chose suivante. C'est comme une femme qui semble me dire quelque part qu'elle a pris énormément de soins. Elle a pris énormément de soins des autres. C'est comme ça elle me présente. Et que elle n'était plus simplement capable. Et dans ce sens-là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise qui s'est manifesté chez elle. Elle était tout simplement plus capable. Elle, son rôle, c'était de s'occuper des autres. Elle était tout simplement plus capable. Elle était tout simplement plus capable. Donc, elle se semble me dire quelque part qu'elle a le désir, euh, donc, de vraiment se détacher. Puisque elle disait même qu'elle voulait se détacher rapidement, OK, de ce qu'elle avait vécu sur Terre, parce qu'elle avait pris conscience que ce qu'elle avait vécu sur Terre était quelque chose qui avait été important pour elle, pour guérir des blessures, qui était relié justement à cette notion de reconnaissance. Pour elle, c'était important d'aller chercher une reconnaissance dans cette idée donc de soigner, d'aider les autres, etc. Et que là, elle avait vraiment le désir maintenant de passer à autre chose. Et passer à autre chose, ce que je sens dans un premier temps, c'est vraiment comme j'ai envie qu'on prenne soin de moi. OK, c'est ça un peu l'image première, et c'est un peu l'expérience que je sens d'elle actuellement, comme si elle avait vraiment une volonté qu'on prenne soin d'elle, et que prendre soin d'elle, à quelque part, c'était de ne pas prendre soin des autres. Alors pour moi, il y a vraiment comme si elle m'exprimait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est une première information que je dirais. David, si vous me donnez un commentaire par rapport à ça, tu peux le faire. Puis je vais compléter un petit peu par rapport à ce qu'elle a un message à te dire par rapport à toi aussi. D'accord, donc tu me confirmes un petit peu ça. Donc c'est ça, elle semble avoir cette volonté-là. Et vous voyez, le message qu'elle tente de transmettre, David, c'est un peu comme si elle avait une petite tige de fer qui ressemble à ça, quelque chose comme ça en termes de hauteur. Hein? Et c'est comme si elle mettait ça dans ton cœur. Et c'est un peu comme si elle montrait quelque part dans ton cœur, tu sais, le cœur, quand une tige de fer, bien évidemment, c'est comme si ça concédait quelque chose, puis c'est comme si ça mettait une droiture. Hein? Le cœur droit, ben, on fait pas n'importe quoi avec le cœur droit, on est droit. On est juste, on fait pas les choses par obligation, on fait pas les choses parce qu'on a, surtout si on n'en a pas envie, on les fait pas, on est vraiment droit, on donne leur juste aux gens. Et c'est un peu comme si, c'est ça un peu le message qu'elle veut te transmettre, c'est que j'ai l'impression que elle s'est donnée d'une façon excessive, d'après ce que je perçois d'elle. Hein. C'est comme ça qu'elle me montrait ça. Et c'est comme si le bâton de fer qu'elle te met dans le cœur, c'est un peu comme pour te rappeler justement de ne pas répéter les erreurs, de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'elle, tu vois, et que le cœur qui est droit, qui a une barre de fer qui est dedans, où on est capable d'être juste, mais c'est un peu comme si elle te disait justement qu'il était temps pour toi d'être dans cet état de justesse-là. Comme s'il y avait quelque chose là-dedans de mou. Je dis ça d'une façon exagérée en te le disant comme ça, mais un peu comme quelque chose de mou, hein, comme quelqu'un qui est mou.
Alors, quelqu'un qui est mou, bien évidemment, il n'est pas capable de se tenir debout, il n'est pas capable de dire oui, non, il va toujours chercher un petit peu à plaire. Et c'est un peu comme si elle voulait montrer quelque part qu'il était temps pour toi, David, de te renouer contact avec cette espèce de côté plus droit. Je sais pas comment tu reçois ça. Puis tu vois, l'autre chose qu'elle disait, c'est qu'elle semblait dire elle avait vraiment complété un cycle. Et que le cycle, finalement, c'était vraiment un cycle dans lequel elle pouvait vraiment accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Comme si elle avait donné cette vie-ci volontairement pour accéder à quelque chose qui était de l'ordre de dire, mais j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais une dette à payer, entre guillemets, on va dire ça comme ceci. J'avais quelque chose à compléter sur Terre qui me permet, maintenant que je l'ai complété, je peux passer à autre chose. Et pour elle, passer à autre chose, c'est vraiment tourner la page du monde terrestre pour passer à un autre niveau de conscience supérieure. Alors, quelque chose là-dedans libérateur. Dans ce sens-là, David, je te dirais que ta mère est vraiment dans une position favorable, elle est dans une belle position quelque part pour progresser, évoluer et cheminer. En tout cas, c'est l'expression qu'elle me manifeste dans ce que je viens de dire là, à l'instant. Je sais pas comment tu reçois ça, David. Tu peux me donner un petit commentaire, ce serait bien. Je suis content pour elle. Elle a passé les dernières années très dures au lit, etc. C'est ça, moi, je sens en tout cas qu'elle est vraiment rendue une étape où elle a vraiment besoin de passer à autre chose. Et que c'est parce qu'à quelque part, elle avait vraiment comme un passage qui n'a pas été nécessairement facile dans la vie pour se libérer de quelque chose qui était une de dette, un peu comme l'impression qu'il fallait qu'elle passe par là pour pouvoir se dégager d'un ensemble de mémoires avec lesquelles elle était liée et que là, maintenant, elle peut passer à autre chose. Et c'est un peu comme si elle semblait vraiment être très heureuse de ça. Je comprends le message qu'elle a donné pour moi. Bon, tant mieux. Donc, vous voyez, c'est un peu un exemple pour vous montrer quelque part. Dans ce cas-ci, vous voyez, cette femme-là, elle est déjà dans un processus pour moi de deuil par rapport au monde terrestre. Et elle est déjà ailleurs, dans le sens qu'elle est déjà dans un processus de progression et d'évolution. Maintenant, si je poursuivais le travail, c'est-à-dire avec le soin, la déprogrammation et tout ça, on pourrait approfondir. On pourrait approfondir, puis aller un peu plus dans la subtilité des choses, puis constater ce que j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire cette notion que la personne sur laquelle je travaille, ben quelque part, il peut avoir des états de conscience sous-jacents à la mémoire en question, puis constater effectivement ce que je décrivais, cette multiconscience dont je parlais tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'on va simplement s'arrêter ici pour bien mettre en évidence à quelque part que cette perception que j'ai d'elle, ben, si on prenait le temps, je pourrais donner simplement un autre exemple, hein, pour montrer un petit peu cette notion de multiconscience. Il suffit de simplement se mettre en liaison avec une mémoire plus basse, des fréquences plus basses, pour voir un autre état de la même personne chez une personne décédée, etc. Mais comme c'est quelqu'un qui est connu, qui est associé à une personne et qu'on ne fait pas du spectacle ici, hein, c'est pas, je veux pas commencer à tomber dans un contexte de spectacle. Je vais peut-être tout simplement m'arrêter ici par respect aussi pour tout ça, mais pour vous faire comprendre que si on allait prendre le temps de faire chacun des niveaux de conscience, on arriverait à des regards différents de la même situation, la même perception. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans tout ça, puis se rend compte effectivement que dans plusieurs réalités, une même personne peut expérimenter des choses différentes et que le travail l'alignement de l'âme, c'est de permettre justement cet élément-là à ces champs d'expérience-là, d'être le plus alignés les uns avec les autres pour bien comprendre à quelque part ce qu'on appelle l'alignement de l'âme, hein, c'est-à-dire que le soi supérieur qui émet une énergie ou l'âme qui émet une énergie vibratoire et dans lequel il y a un flot d'énergie qui circule, c'est vraiment ce qu'on va rechercher à faire. Et pour moi, le passage d'âme, c'est beaucoup à ce niveau-là que moi, je l'expérimente, de vraiment favoriser ce type de travail-là. Donc, je remercie David donc pour avoir bien voulu faire cette petite expérience avec moi et je vous remercie chacun de votre intérêt pour cela. Si vous voulez bien, donc, je vais passer à l'étape de la promotion. Quand je dis une promotion, c'est que je vais simplement revenir avec l'enseignement que je propose, qui peut-être vous aidera aussi à mieux comprendre qu'est-ce que vous pourriez peut-être trouver comme intérêt pour pouvoir découvrir la méthode et peut-être pouvoir l'appliquer, puisque ça peut être intéressant. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a un week-end à présentiel. Je me prépare donc pour faire une petite tournée en Europe très bientôt. Donc, ça va être à partir de novembre que je vais être en Europe. Je vais faire la Suisse,
Lyon, Redon dans la Bretagne, à Paris également. Et il y aura au mois de février pour le Québec aussi que je ferai un petit quelque chose. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a un week-end en présentiel. Donc, le week-end en présentiel, c'est une introduction à la pleine conscience intuitive, dans laquelle on apprend à découvrir de quelle façon qu'on peut appliquer la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins psycho-énergétiques, qu'on va combiner les trois ensemble. Donc, dans le 2 jours d'enseignement, vous allez découvrir les 3 techniques, de quelle façon que vous pouvez les appliquer sur vous-même, mais aussi sur un partenaire. Donc, vous avez quelque chose de très complet en 2 jours. Et vous avez un prix promotionnel hein, pour cela, c'est 150 € si vous vous inscrivez très très bientôt. Il y a des dates limites hein, que vous pourrez peut-être vous pouvez communiquer avec moi, puis je pourrais vous expliquer pour ceux qui seraient intéressés. Sinon, c'est 180 € lorsqu'on arrive aux dates. Alors, je vous donne les dates. Donc, à Bulle en Suisse, c'est le 17 et 18 novembre. À Lyon, le 24 et 25 novembre. À Redon, le 1er et 2 décembre. Et à Paris, le 8 et 9 décembre. Et au Québec, donc, ce sera au mois de février pour le week-end d'introduction. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à prendre contact avec moi pour vous transmettre les informations pour vous inscrire à l'un ou l'autre de ces week-ends-là. Donc, ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous transmettre. Donc, ce week-end-là. Vous avez aussi la possibilité d'une formation personnelle. Et là, j'ai décidé de vraiment faire quelque chose un petit peu plus pour vous inciter, vous encourager du moins à vous inscrire à la formation personnelle. Et ça inclut les gens qui se sont inscrits précédemment, récemment, concernant la formation personnelle. Donc, vous avez un week-end en présentiel qui est inclus en formation personnelle. Donc, ça veut dire que vous avez donc le week-end qui a une certaine valeur, plus les 15 modules d'enseignement qui sont proposés en formation personnelle. Vous avez en plus 12 mini-consultations. Donc, ça, c'est assez rare parce que les formations en ligne, en général, vous n'avez pas d'encadrement thérapeutique qui est proposé dans les formations en ligne. On vous dit, bon, on va suivre l'enseignement avec des webinaires, mais il n'y a pas ce suivi thérapeutique-là. Donc, moi, je vous donne cette possibilité-là de 12 mini-consultations. Vous avez vu qu'on peut le faire. Je viens de le faire dans la démonstration avec David, qui était possible donc de communiquer donc avec une personne décédée. On peut faire des lectures intuitives. J'aurais pu faire une lecture intuitive sur David, et ainsi de suite. Donc, on peut le faire à distance. C'est ce que je propose. Moi, c'est 12 mini-consultations, une fois par mois. Donc, vous allez vraiment avoir un suivi thérapeutique, en plus d'avoir un suivi pédagogique avec les 15 modules d'enseignement, plus les webinaires. Donc, vous avez une formation personnelle qui est très, très complète. C'est normalement 995 € ou dollars. Là, vous l'avez à 795 € ou dollars, plus le week-end en présentiel, qui est donc une valeur à 280 € présentement et de 250 $ pour les gens du Québec. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de fort intéressant. Là, je vous le propose là, et je vous le propose pour une courte période de temps, tout simplement parce qu'évidemment, c'est une offre qui est assez exceptionnelle et je ne peux pas me permettre de vous la laisser pendant X temps. Donc, ça va être plus pour les 24 heures qui viennent. Donc, on est le 21 octobre, donc ce serait donc demain dans les 24 heures pour avoir un intérêt pour cette formation-là. Vous avez également le niveau 1, la formation professionnelle, qui inclut le week-end en présentiel et qui vous donne donc un stage de 5 jours également. Vous avez également 4 modules d'enseignement en ligne. Donc, vous avez quelque chose encore là de très riche comme premier niveau de formation. Vous avez avec cette formation-là, niveau 1, tout ce qu'il faut pour commencer une pratique, parce que vous avez une supervision à la fin. Donc, vous avez vraiment une certification à la fin qui vous est remise. Donc, ça vous donne l'opportunité de commencer à pratiquer la pleine conscience intuitive. Vous allez être spécialisé après ce niveau-là, niveau 1 sur les chakras, sur les soins des chakras, tant sur l'aspect énergétique que l'aspect psycho-émotionnel, que également sur l'accompagnement thérapeutique autour des chakras et également sur des techniques de yoga, respiration et méditation autour des chakras également. Donc, c'est un enseignement qui est très riche. Et évidemment, vous pouvez avoir le lien que je vais vous remettre dans un court instant par rapport à ce niveau-là. Donc, le niveau 1 vaut 1295 € ou dollars. Là où je vous laisse un prix vraiment exceptionnel de 995 € ou dollars aussi. Donc, ça, encore là, c'est un prix vraiment fort intéressant par rapport à cette formation. À ce niveau 1-là, vous avez une belle réduction. Donc, si vous avez l'occasion d'en profiter, ce serait sans doute un beau moment. La formation professionnelle, c'est 3000 € ou dollars. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin pour en connaître plus, comme Laura, par exemple, qui me fait savoir, je vais simplement vous référer au site thérapie-intuitive.com. Et thérapie-intuitive.com, vous allez voir dès la première page, vous allez avoir comme un petit bandeau dans lequel on voit formation personnelle et ça change après quelques secondes en formation professionnelle. Donc, vous allez cliquer sur ce qui vous intéresse et vous allez tomber sur une page de vente. Une page de vente, c'est une page avec une vidéo et une présentation complète de tout l'enseignement qui est proposé dans les formations personnelles et professionnelles et les diverses offres qui sont proposées aussi.
et vous allez donc pouvoir découvrir les prix actuels. Les prix actuels, c'est les prix véritables. C'est-à-dire que quand je vous dis que la formation personnelle, c'est 995 €, ben vous allez voir que c'est 995 € qui vous est proposé sur la page de vente. Ceux qui sont intéressés par cela, parce que les gens à qui je m'adresse sont des gens qui sont sur ma mailing list, c'est-à-dire des gens qui ont montré de l'intérêt. Et là, je vous fais donc un spécial supplémentaire pour vous encourager donc à vous inscrire si vous avez de l'intérêt. Ce sera un moment opportun pour pouvoir le faire. Et donc, si vous êtes intéressé pour découvrir les formations, vous allez sur les pages de vente. Mais si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un mail à ce moment-là à moi pour que je vous informe justement pour que vous m'informez que vous êtes désireux de vous inscrire. Et moi, je vous dis les conditions pour pouvoir le faire, puis on y va comme ça. Donc, c'est ça pour la formation professionnelle. Donc, vous avez 3 000 €. Normalement, c'est 3 500 € la formation professionnelle dans son total. Donc, encore là, vous avez un prix fort intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la formation professionnelle, je vous invite d'aller voir la page de vente. Ça va être beaucoup plus facile que de prendre tout le temps pour vous expliquer en détail ce que c'est. Mais c'est une formation qui dure 3 ans ou à peu près. Donc, vous avez des conditions intéressantes. Vous avez une garantie 30 jours quand on s'inscrit à une formation. Ce que je dirais, par contre, c'est garantie 30 jours ou bien quand vous avez reçu le module 2. Après le module 2 de la formation personnelle ou professionnelle, vous avez à ce moment-là, on reconnaît quelque part que la garantie ne s'appliquera plus dès que vous avez reçu le module 3. Donc, ça, c'est une chose que je voulais préciser aussi. Donc, c'est une garantie 30 jours. Normalement, module 1 et 2, c'est l'équivalent de 60 jours, normalement. Donc, vous avez une garantie 30 jours, 60 jours, selon la façon qu'on veut le voir, mais vous avez une garantie assurément qui vous permet de voir si la formation vous convient et on vous rembourse à ce moment-là. Et vous avez des modalités de paiement, 1, 3, 6, 12 paiements. Tout ça sur les pages de vente vont vous être expliqué. Si vous avez un choix de paiement que vous voulez faire, que vous voulez vous inscrire et bénéficier des prix spéciaux, vous me faites signe, puis moi je vous envoierai tout simplement les conditions qui sont proposées pour l'occasion. Vous avez également un programme qui s'adresse davantage aux gens qui veulent faire une démarche plus personnelle. Là, je viens de vous présenter un enseignement pour ceux qui veulent faire des formations. Il y a des gens, par contre, qui veulent des fois être accompagnés dans une démarche d'auto-guérison tout en apprenant sur eux-mêmes comment ils pourraient s'auto-guérir, par exemple. Donc, il y a un programme qui s'appelle auto-guérison. Il y a un programme qui s'appelle harmonie des émotions. Puis un programme qui s'appelle alignement et éveil spirituel. Donc, chacun des programmes s'adresse à quelqu'un qui veut faire un cheminement d'auto-guérison, par exemple. J'ai un problème de santé, je veux apprendre à m'auto-guérir. Donc, moi, je vais vous accompagner dans ce programme-là pour vous auto-guérir. C'est 5 modules d'enseignement qui font partie de la formation personnelle, plus des mini-consultations qui vous sont proposées. Programme d'harmonie des émotions, même chose. Quelqu'un qui veut finalement faire un travail sur ses émotions, d'être davantage en harmonie avec ses émotions, il peut effectivement faire un cheminement donc d'enseignements qui lui sont remis sur le thème des émotions. Et encore là, des mini-consultations qui vont lui être proposées. Et Aliment et Éveil, c'est celui qui a envie de faire une démarche plus spirituelle et qui va avoir envie donc d'être accompagné dans cette démarche-là. Et encore là, j'ai pensé à faire un petit spécial pour ça. C'est 295 € ou dollars l'ensemble de cette formule-là. Et là, je vous la fais à 195 € ou dollars. Encore là, c'est une belle occasion de vous y inscrire. Et pour les forfaits consultations, vous avez 5 consultations. Normalement, il y a un certain prix. Là, je vous les fais avec une réduction vous avez quand même une consultation gratuite sur les 5 consultations. C'est 400 $ pour 5 consultations en canadien ou 300 € pour les 5 consultations en euros. Donc voilà, alors c'était un peu les propositions que j'avais envie de faire. Vous avez 24 heures, vous allez avoir de toute façon un mail qui va vous présenter, revenir un petit peu sur l'ensemble des propositions et vous allez avoir donc le lien en replay qui va vous être donné donc dès demain. Et puis à partir de là, bien évidemment, si y a des questions, des commentaires, on peut soit se parler au téléphone, soit qu'on peut, vous pouvez m'envoyer un mail, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Donc, pour pouvoir communiquer, on devrait pouvoir trouver une façon de le faire. Bien sûr, Laura, on peut prendre, comme je dis, l'enseignement peut être, je comprends pas très bien la question, est-ce que c'est possible de prendre juste une seule formule? Oui, la formule, les programmes d'auto-guérison, c'est un programme. Le programme Harmonie des émotions, c'est un programme. L'aliment et l'éveil spirituel, c'est un programme. Et c'est des segments de la formation personnelle, ces programmes-là. Donc, vous avez l'opportunité de faire ça. La formation professionnelle, vous pouvez faire le segment niveau 1, puis vous arrêtez là. C'est un segment et vous avez l'opportunité de suivre ce segment-là à un prix quand même très avantageux, justement, aussi. Donc voilà. Alors, si cela vous dit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. De toutes les façons, ça me fera plaisir de pouvoir avoir de vos nouvelles, de pouvoir interagir avec vous. C'est des commentaires également ou des questionnements sur la conférence, vous me le faites savoir. Vous allez recevoir le replay dès demain.
Et puis, s'il y a des, bon, pour avant de faire un petit mot de la fin, est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, voilà. Peut-on prendre contact avec un défunt des années après son départ? Absolument. Il n'y a absolument aucune contre-indication à ce sujet-là. Comme vous l'avez vu, David m'a proposé de faire un travail sur sa mère. Sa mère, donc, était déjà dans un processus de détachement par rapport au monde des vivants. Alors, elle venait de mourir que très, très récemment, là, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous comprenez évidemment qu'une personne qui serait, bon, ça fait plusieurs années que je veux travailler sur une personne décédée. Moi, ça m'arrive régulièrement que des gens me disent, ben moi, admettons, je donne un exemple, ça fait 10 ans que mon père est décédé, mais je lui en veux énormément encore. J'aimerais ça faire un travail avec mon père pour pouvoir me libérer de la colère que j'ai en contre lui. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir le père, puis on fait un travail de nettoyage à ce niveau-là. Donc, vous voyez que il faut comprendre une chose, c'est que le thérapeute va se syntoniser avec la mémoire de la personne décédée. La personne décédée va se présenter à nous avec une certaine expression. Et puis nous, à quelque part, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est de faire un travail d'interaction entre la personne décédée et le client pour qu'il y ait un travail de libération qui puisse se faire. C'est ça qu'on va chercher à faire. Donc oui, on peut très bien reprendre contact avec une personne décédée après son départ. Souvent, on va le faire non pas par curiosité, mais parce qu'on a un souhait de faire un travail thérapeutique avec lui, quel qu'il soit. Alors, c'est souvent comme ça qu'on va le faire dans la pleine conscience intuitive. On ne cherche pas tellement à... Je veux dire ça comme ceci, c'est... On ne souhaite pas quelque part faire un travail intuitif avec une personne décédée pour simplement savoir qu'est-ce qui devient, etc. Pour moi, c'est... Bon, je peux le faire, hein, si quelqu'un me demande de le faire, je peux le faire. Mais l'objectif, quand même, dans le travail que je fais, c'est davantage d'aider les gens. Et dans ce sens-là, bien évidemment, si on veut reprendre contact avec une personne décédée, ben la personne décédée, ben elle a souvent un message à nous transmettre, etc. Donc, on va chercher de donner un sens à tout ça. Hein. C'est pas du voyeurisme qu'on veut faire, c'est vraiment de faire une relation thérapeutique, une relation évolutive avec la personne décédée. C'est ça qu'on va chercher donc à mettre de l'avant dans une consultation. Donc voilà. Alors pour ceux qui veulent donc découvrir les deux programmes de formation principaux, allez sur le site thérapienintuitive.com et vous allez tomber sur les pages de vente dès la page d'entrée, sur la première page. Donc je pense que c'est là que vous allez pouvoir trouver un certain nombre de réponses. Comme je dis, les prix qui sont là sont les prix normaux. Je vous fais les spéciaux, communiquez avec moi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment compléter l'achat de vos formations avec moi à ce moment-là, si vous le faites à l'intérieur des 24 heures dont je vous parlais. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a plu cette petite conférence. J'ai eu plaisir à vous partager ce que j'avais à vous transmettre concernant ces sujets-là. Et je vous invite donc, si vous êtes intéressé, à en savoir plus en découvrant donc le programme d'enseignement que je vous propose. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Au revoir.